Laurent! Oui. Bah alors... Ça va? Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une lettre de félicitations du CSA. Ah ouais, putain. Parce que je n'ai pas soulevé la jupe de Aurore Berger, la députée. Il n'y avait pas grand-chose à soulever, mais c'est vrai que la salle de jeu était très proche du centre aéré. Enfin, j'ai quand même... ma lettre, je suis content. C'est bien. Il y en aurait d'autres qui auraient craqué. Ouais. Baiser, baiser. Ah, Damien Baiser. Mais il est décédé. Il n'existe pas. Ah, il est décédé. Ouais, on l'a fait, ouais. Bon, attention, vous êtes prêts là? C'est le warm-up. Comment ça va, Jonathan? Bien, bien. Ça marche le spectacle? Oui, oui, je suis très, très heureux. Très Alors, heureux le de ce spectacle s'appelle Looking for Kim. Le pitch, c'est l'histoire d'un petit gars très frustré Ouais. qui vante les C'est mérites moi. des plus grands dictateurs de l'histoire, Hitler, Néron, Staline, Amin Dada, et comme Ardisson. le titre l'indique, le plus mystérieux des dictateurs, Mr. Kim, le coréen. Oppan Gangnam Style. Alors tu dis que dictateur, c'est le plus beau métier du monde. Non, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait un parallèle entre la dictature et le seul en scène. En fait, la dictature, c'est un one-man show qui a mal tourné. Oui. Mais il y a un petit peu ce même rapport. C'est-à-dire que c'est un type qui est seul face à un public, sauf que là, le public, bah, il est obligé de rire au lieu de Ouais. durer une heure Ah et ouais, là, demie. y a pas enfin, le de choix, rire, là, sinon tu- t'es d'applaudir, mort. et voilà. Et ça dure pas une heure et demie, ça dure parfois 40 ans. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont tous des moustaches, les dictateurs? Les moustaches, je ne sais pas. J'imagine que c'est une façon de s'afficher comme un mâle dominant. Alors, c'est vrai que la moustache, voilà. Même Margaret Thatcher a de la moustache. On regarde à quoi ça ressemble. Non, non, si seulement il était resté peintre. Ah oui, tout est parti de là pour Hitler. Hein. C'est un artiste raté, incompris dans le meilleur des cas, qui a fait de sa rancune et de son aigreur un génocide. Ben, je vais vous dire, depuis que j'ai appris ça, à chaque fois que mon fils fait un dessin, j'ose pas lui dire que c'est moche. Il y a des toiles d'Hitler qui passent en vente parfois. Faut quand même imaginer la gueule de l'acheteur qui lève le bras pour faire monter les enchères. 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Adjugé, c'est pour le monsieur avec la chemise brune, au fond. Et puis la timidité aussi. On a beaucoup décrit Hitler comme un garçon timide, renfermé. Parfois, je me dis, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Imaginez le compte Facebook d'Adolphe, l'orientation de ses likes, de ses hates, ses petites pensées sur Twitter. Trop vénère, mon voisin juif a joué du violon toute la nuit, je me sens d'une humeur massacrante pour les 35 années à venir. Hashtag facho-fragile. Une légende raconte que la cause de son antisémitisme serait qu'il a attrapé la syphilis avec une prostituée juive dans sa jeunesse. Si c'est le cas, le mec était quand même très revanchard, hein. Non, parce que moi, j'ai attrapé un orgelet avec une pute bretonne. Je suis désolé, ça m'a pas empêché d'aimer les crêpes, hein. Voilà, Jonathan Lambert, Looking for Kim. Alors, c'est en tournée dans toute la France. Et le 10 avril, au Trianon de Paris. Soyez-y nombreux, c'est très drôle. Alors, c'est un peu comme le spectacle de Jérémy Ferrari. C'est-à-dire, derrière les vannes, il y a un gros boulot de documentation pour trouver des tas d'anecdotes qui sont vraies en général. Ouais, c'est vrai que je me suis beaucoup documenté, des livres, des bios, des images d'archives sur le net. Je me souviens d'une anecdote à la FNAC, notamment concernant Hitler. Il y a ce livre qui s'appelle Dans les testicules d'Hitler. Il avait qu'une couille, Hitler. Alors ça, c'est une légende, parce qu'il y a quand même beaucoup de légendes. Et donc, le vendeur à la FNAC me dit, en fait, monsieur Lambert, ça y est, j'ai reçu ce fameux livre sur la vie sexuelle d'Hitler. Donc, il y avait un type qui était à côté qui m'a regardé, il a dû dire, mais ce type est complètement malade. C'est quand même assez tordu. Et il baisait Donc, oui. pas Hitler. Non, il paraît qu'il il paraît qu'il Et il pétait tout le temps. Ça, ouais. je sais pas. J'ai pas Si, été si. jusque sous les draps. Mais en Hitler tout cas- avait des gaz, c'est très connu. Ah, on dit même qu'il était un brin zoophile. Ouais, avec sa chienne Blondie. Des zoophiles. Oui, il y a des... Non, mais après, Non, il y a mais tout maintenant, un tas vous de... le noircissez. Ah. Je crois que c'est Bernanos C'est qui a... facile, il est mort. Je crois que Bernanos avait dit cette phrase, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Absolument. Ce qui est C'est quand très même... juste, c'est vrai qu'il a dit Enfin, ça. je sais pas si c'est juste, mais en Non, tous mais les c'est cas, vrai. c'est une Alors, tournure. Est-ce que tu sais qu'il était junkie, Hitler?
Aussi, ouais. En fait, je crois qu'on peut tout mettre sur la gueule Hitler. De toute façon, il faisait des et chutes. puis on a envie de tout lui mettre. Oui, c'est ça. C'est surtout Il ça. faisait des chutes. Connard, Hitler. Ça dénonce, hein, cette semaine. Ah, c'est une émission qui n'a pas peur. Hein, Si ici, tu hein. nous entends. On apprend aussi dans votre spectacle que Staline aimait porter des robes. Ouais, parce que pour renflouer les caisses de la Révolution quand il était plus jeune, il se déguisait en bonne femme pour faire des casses dans les banques. Donc c'est quand même... Non mais c'est inouï. En fait, moi, ce que j'ai cherché à travers ce spectacle, c'est évidemment pas de raconter les horreurs qu'ils ont commises, on les connaît toutes, et c'est pas de dire que ce sont des salauds, ce serait enfoncer les portes ouvertes, mais c'est plutôt d'aller chercher les petites anecdotes, la petite histoire, mais qui est parfois révélatrice de la grande histoire et révélatrice surtout de leur personnalité. Alors Staline, il voulait assassiner John Wayne parce qu'il détestait les westerns. C'est dingue. Il trouvait que c'était une propagande anticommuniste, donc il a fait envoyer 2 espions à Hollywood pour le tuer. Alors heureusement, l'attentat évidemment a été déjoué, et je dis heureusement parce que sans John Wayne, je ne vois pas ce qu'Eddie Mitchell aurait diffusé dans la dernière séance. Alors, il y a aussi Idi Amin Dada, qui était le dictateur de l'Ouganda. Alors lui, il jetait ses ministres au crocodile. Hein. 9 fois champion d'Ouganda, catégorie poids lourd de boxe, 1m90, 120 kilos, hein, Dada était dodu. Alors il jetait ses ministres au crocodile, et au bout d'un moment, les crocodiles étaient tellement repus qu'ils ne touchaient plus au cadavre. Ça obstruait les barrages électriques et il y avait ça provoquait des pannes. Voilà, donc on n'aurait pas pu faire une émission comme ça. Ah, il en a fait vendre du Lacoste. Hein. Est-ce que dans les dictateurs que tu traites sur scène, est-ce qu'il y a Catherine Barma? Non, mais alors c'est quand même un fait, il y a quand même pas de dictateur femme. Donc quand même, on se rend compte que c'est un mal du mal, quoi. Ouais. Alors, tu parles de Néron, mais il y a un autre empereur romain dont tu aurais pu parler. Caligula. C'est Maximus. Ah, bah oui. Je pense que ça a participé, ça m'a donné un peu le goût d'écrire ce spectacle, parce que je me suis effectivement, comme j'ai joué un espèce de César d'opérette dans la série Péplum pour M6, mais le fait d'abord, la tauge, les sandales, tout ça, c'est très agréable, et le caprice, et pouvoir faire ce qu'on veut, c'est génial. Donc je pense que ça a participé aussi à mon envie d'écrire ce spectacle. Il est grave, Maximus. Il est en regard. Ouais. Dites, vous êtes sûr pour les trompettes? Ça fait pas un peu trop... Ah non, non. Non, ça donne de la prestance quand je parle. C'est solennel sans être trop. Tiens, tu me passes le pain, s'il te plaît. Pas que j'en mange trop, parce qu'après, ça me ballonne. Ouais. T'as raison, c'est trop. Barrez-vous! Barrez-vous! Regarde, Maximus, quand même, il est pas mal. C'est pas faux. En tout cas, moi, j'ai rien contre le principe, hein. Ouais. Mais c'est le côté pressant qui me gêne un peu. Bah, moi, pareil. Bon, on n'est pas des machines. Voilà. Moi, je serais d'avis qu'on les fasse poireauter un peu. Carrément. Si on veut, on peut les faire lanterner 1 semaine, bien 7 jours. Ouais. Juste pour le principe, quoi. Au moins jusqu'à demain, en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, faut qu'on change de sujet, parce que ça commence un peu à me... Quoi? À me titiller. Dans le bas du ventre, ça me... Comment ça? Mais ça fait des petits papillons. Un petit peu chaud, comme ça. Oula, vous voulez que j'appelle le Médicis? Faut pas rester comme ça, hein. Petit coup. Eh, j'ai rien sous ma toge. Pardon? J'ai tout viré, je suis complètement à poil là-dessous. Alors, juste 2 secondes, parce que là, je suis sur quelque chose de très important et je voudrais le finir pendant que c'est encore un peu frais dans ma tête. Oh oui, pardon. Merci. Mais, t'as déjà essayé? Quoi donc? De rien mettre. Ah, écoute, c'est incroyable. J'ai l'impression que le monde a changé. Merci, 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 et merci à toi. Ça fait du bien. Je suis très touché. Ouais. À chaque fois que je voyais ça dans les émissions, je me disais un jour j'aurai mon triomphe romain. Tu Tu l'as. Voilà. Alors, tu as une vraie passion en fait pour le travestissement. Ça date pas d'hier. Ton précédent spectacle s'appelait Perruque. Et puis on se souvient effectivement des personnages. Damien Bézé dans Comédie ou chez Ruquier le samedi soir. Ouais.
Oui, j'ai toujours une passion. Ben oui, parce que en fait, je pense que ça me rassure. Alors maintenant, je me suis un petit peu débarrassé de ça, mais comme parfois je me disais ça va pas être assez drôle à l'écriture, je voulais rajouter des artifices. Et puis c'est vrai que moi j'adore le burlesque, et donc rien que de mettre une perruque, voilà, je suis content. J'ai pas été épargné, pas du tout. On regarde. J'étais là. Quelle expression animalière te correspond le plus? Méchant comme une teigne, têtu comme une mule ou monté comme un âne? Je vais prendre la 3. C'est bien de faire répéter. Bon. Il faut donc reconnaître le nom des chanteurs aveugles. Attention, Philippe Cortisane, premier extrait. Andrea Bocelli, bonne réponse! Vous faites comme Thierry Ardisson pour arrêter la musique. Ah non, parce que ça, ce geste est déposé également. C'est simplement qu'il y avait une mouche sur le plateau, là. J'imagine que vous allez lui faire le fameux salut romain. Ah, non, parce que ça également, c'est déposé par monsieur Thierry Ardisson. Donc, moi, ce que je propose, c'est le salut romain. Le salut roumain? Le salut romain, ouais. C'est quoi le salut roumain? C'est comme ça. S'il vous plaît, monsieur. Alors, Jonathan, il y a un truc que les gens ne savent pas. C'est que derrière ces personnages déglingos se cache un bourgeois pépère, mesdames, messieurs. D'abord, ton vrai prénom, c'est pas Jonathan, c'est Rodolphe Jonathan. Absolument. Mais comment? Ouais. Mais tes parents, qu'est-ce que tu dis? Ils ont perdu un pari ou quoi là? Ouais, il y a un peu de ça. Mon père tient beaucoup à ce que je m'appelle Rodolphe, ma mère Jonathan. Donc ils se sont pas mis d'accord. On va faire en le fait. package Ouais. et puis c'est très bien. Tu es né dans le 16e, Voilà. tu vis dans le 16e, Ouais. tu es marié depuis 20 ans, Ouais. tu as 3 gosses, Ouais. tu te brosses les dents en écoutant Chopin, Ça tu peut laves arriver. ta caisse le dimanche matin au Karcher. J'adore. Tu as besoin de cette vie hyper équilibrée pour contrebalancer la folie de ton esprit. Oui, je pense que quand je fais toutes ces conneries-là, après, j'ai envie de... Peut-être que c'est mon équilibre. C'est ton équilibre. Mais je cherche pas à Mais psychanalyser tu le te fais pas truc. chier dans cette vie Ah, privée. pas du tout. Alors Jonathan, tu ne seras pas étonné qu'on fasse une interview dictateur. Alors, quel dictateur te fait le plus marrer? Mugabe pour sa moustache. Ouais. La moustache de Mugabe, c'est un petit peu ce que le ticket de métro est au maillot. C'est comme si Hitler avait lavé sa moustache à 90 degrés. Quel dictateur a le plus de circonstances atténuantes? Néron, parce qu'il était con comme ses sandales. Ah ouais. Ah, très très Comme con, Maximus, Néron. quoi. Ouais, c'est pour ça. Ouais. S'il vous plaît, t'as pas sandales. s'il te plaît. De quel dictateur aimerais-tu faire le biopic? Ceausescu. Ah ouais. Ceausescu, parce que ce qui me fascine chez Ceausescu, c'est la love story. Eux, c'était les Balkany des Balkans, un peu. Ah, les Balkany. Et tout d'un Oh là coup- là. Ah ouais, c'est vrai. Bravo. C'est vrai. Bravo. Non, mais c'est vrai. Le truc, tu Il sais nous en faut que peu, hein. le truc qui s'est fait construire. Il s'est fait bâtir un palais de 350 000 mètres. Mais tu sais qu'on n'arrive tout pas à en le marbre. détruire. Oui, c'est le deuxième plus grand bâtiment au monde. Il a fait raser 30 églises pour le faire, 1/5 de la ville. Ouais. Donc c'était des types qui en même temps avaient tout, mais n'avaient l'air de rien. Ouais. Et je trouve que la dimension love story, il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire de cette dictature. Quel dictateur aurait fait un formidable chanteur? Ah, on fera jamais mieux que le demi-frère d'Hitler, le général Apfelstrudel, Villeray dans Papy fait de la résistance. Ah oui. Ah. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé, Ça, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a vanté de dimanche. Quel dictateur aurait fait un formidable animateur télé? À part moi. Castro, parce que quand on fait des discours de 8 heures, Ouais. on est mûr pour... On peut tenir l'antenne. Bah, le Téléthon, déjà, il aurait fait le Téléthon. Quel dictateur t'impressionne le plus au niveau gonzesse? Kadhafi. Ah ouais. Kadhafi, c'était c'était un Ah, aspirateur. Et surtout, Kadhafi, il y avait un truc, c'était ces gardes du corps, c'était que des femmes. Ouais. C'était les Amazones, des femmes sublimes et en Ouais. tenue martiale. Quel dictateur t'impressionne le plus niveau coupe de cheveux? Kim. Ah ouais, Kim. Ah ouais. Qui a tout pompé sur Désirless, il faut bien le dire. Ouais. Il a quand même 30 ans de retard. Hein.
Au niveau garde-robe, c'est qui t'impressionne le plus? Saddam Hussein. En fait, le gars avait compris que s'il portait une salopette, il ressemblait trop à Mario Bros. Donc, direct, il s'est dit, moi, je suis fait pour porter des costumes. Et il a été habillé toute sa vie. Il y a une anecdote. Non, mais pour vous dire à quel point. Il y a une anecdote, pour son procès, on lui a remis un costume qu'il jugeait trop sombre et mal coupé. On a fait venir son tailleur de Turquie pour qu'il soit jugé sur mesure. C'était vraiment dingue des fringues. Quel dictateur organisait les plus belles teufs? Bokassa. Ah, Bokassa. Le sacre de Bokassa, quand il se fait sacrer Bokassa. Avec les chevaux sous le cagnard. Il descend du carrosse, il se dirige vers un trône en forme d'aigle de 10 mètres d'envergure, entièrement doré à la feuille. Pour moi, ce type a jeté les bases du bon goût 30 ans avant Kim Kardashian. C'est un mec. C'est un maître, ce mec. C'est un maître. Ici la voix. Oui. Oui. Il y a des gouttes de sang qui tombent dans ma cabine. C'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Et c'est que le début. Quel dictateur va faire sauter la planète? Oh, bah, facile. Monsanto. Bravo! Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite du warm-up. À tout de suite. Rebonsoir, les carrières du samedi. Nous sommes de retour dans le warm-up, toujours en compagnie de Jonathan Lambert, de Laurent Baffy, et nous accueillons notre TTO de la semaine. Nadia, bonsoir. Alors, c'est votre grand retour après 10 ans d'absence. Ça donne de l'espoir concernant Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on finira peut-être par retrouver un jour. Alors, vous étiez où? Pas en Syrie, j'espère? Non, j'étais en tant que telle, médiatiquement, j'ai pris du recul, mais, mais sur scène, j'étais là, avec le public, j'étais là. Ouais. Quand tu as la chance d'avoir un univers musical et des chansons, un répertoire, il n'y a pas qu'en France que j'ai pu chanter, il y a à l'étranger aussi, et puis aussi, ce qui était une disparition pour vous, c'est un retour pour ma famille et mes proches, et mon fils. Voilà. Ouais. Là, en ce moment, Gérard Lenormand, il voit bien sa famille. J'aurais sorti déjà 2 albums si j'avais dû me contenter et de rentrer dans le système des maisons de disques et d'avoir peur de plus être reconnu. Sauf que moi, ce métier, je le fais pas pour être connue, je l'ai toujours. Tu sais que je suis une ancienne sportive, donc si tu veux, je viens quand j'ai un truc, quand il y a un truc qui m'habite. En revanche, là, si t'aurais pu me recevoir peut-être 2-3 fois, parce qu'on m'a proposé 2 contrats de maison de disques, on m'a proposé des contrats de cover. Moi, c'est pas la vision que je me fais d'être artiste. Voilà. Moi, je sais pas faire ça. J'ai besoin d'incarner ce que je fais, ce que je dis. Je vais te dire un truc, ça me fait super plaisir. Moi aussi. De te voir, parce que à l'époque, tout le monde en parle. Ouais. Tu étais là 1 semaine sur 2, donc je suis très content de te voir. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Nadia, on écoute. Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade est chaud, et c'est parti, je dois suivre ce fleuve. Et c'est parti pour le show, et parle-moi de tes rêves, parle-moi de tes droits, parle-moi de ce père, de quand on peut voir, parle-moi de tes comme un rock, ensemble comme un rock, tous unis comme un rock, tous belles en blood, solid comme un rock, ensemble. Baby, you were right, but baby, I was lonely. Quand ton cœur éclate, laisse le destin emporter. I'm still in the street. Voilà Nadia, 5 millions de disques vendus. Pas mal. Et tu vois, si j'avais eu peur de plus être connectée avec mon métier, j'aurais pu engranger au moment où tout allait bien. J'ai pris ce recul-là. En tout cas, j'ai essayé d'avoir cette sagesse de pas y aller pour y aller. Je pense que la vie, elle m'a vraiment beaucoup fait, m'a donné un gros cadeau. Énorme. De 2001 quand même jusqu'à 2009. Et puis, 9-9, quoi. Voilà. Et voilà. Et là, aujourd'hui, tu es là avec un nouveau single qui s'appelle Unity, et bientôt un album, et un super clip tourné au Muséum d'Histoire Naturelle,
qui comptabilise déjà 300 000 vues. On regarde à quoi ça ressemble. Il n'y a rien de tel et tu le sais. L'humanité c'est comme un tout. Et si l'on venait voir d'un peu plus près pour être au rendez-vous. U-N-I-T-Y, unité, marquer sa volonté, unité. U-N-I-T-Y, unité, faire que tout peut changer, unité. Voilà Nadia. Alors, faut reconnaître que c'est bien et qu'il n'y a pas beaucoup de gonzesses en France qui font ça. C'est-à-dire, pendant 10 ans, il n'y avait personne qui le faisait, quoi. Bah, en tout cas, comme je te dis, j'ai la chance d'avoir un univers musical. Ouais. Je suis au service de la musique et effectivement, on essaie de rester contemporain, d'être dans l'air du temps. C'est bon. Et puis essayer d'y mettre du sens dans la forme. Oui, il y a du sens parce que Unity, c'est un message de paix, de tolérance que tu veux faire passer, un message qui t'a été inculqué dès l'enfance. Dès l'enfance. Nadia, tu es née le 19 juin 1973 à Tours, sous le nom de Nadia Ziguem. Alors, ton père, Mohamed, était ouvrier, ta mère, Yamina, était nourrice. Ils sont tous deux originaires de la région de Mostaganem, près d'Oran. Ouais. Est-ce que tu y retournes pour les vacances? J'y retourne, j'y suis allée aussi pour chanter et je profite de ces moments-là pour profiter des choses simples. Ouais. Simples. C'est comment là-bas? C'est merveilleux. Tu irais habiter là-bas? J'aurais peut-être une petite maison là-bas, mais la France, c'est mon pays. Ah ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais on est, tu sais que l'être humain est complexe, et de par ma culture algérienne que j'adore, parce que j'ai été éduquée comme ça, et en même temps, j'ai été éduquée à la française. Dans une école catholique? Ouais, j'adore. Je l'aime trop pour ça. Et ouais. C'était l'émir Abdelkader qui disait nous sommes les ennemis de ceux qu'on ne connaît pas. Et j'ai été éduquée comme ça, moi, par mes parents, et j'ai cette ténacité, cette force. Alors, justement, ta mère était orpheline. Ouais. Elle avait une foi extraordinaire. Qu'elle a toujours. Et tu dis, le voile qu'on ne voit pas sur ma tête, je l'ai à l'intérieur de moi, on me l'a transmis par héritage. Alors le sujet de la semaine, c'est une fille avec un voile sur un plateau de télévision en France. Ouais. Est-ce que ça te choque ou pas? Non, ça me choque pas, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tous des résilients en soi. On porte tous l'histoire de nos ancêtres et de nos parents. En l'occurrence, moi, dans ma culture orientale, on porte évidemment les stigmates de nos grands-mères, de nos tantes, de nos arrière-arrière-grand-mères. Et elles ont vécu, tu sais, les femmes du Sud, elles n'ont pas la liberté, on leur a pas appris ce que c'était à la naissance. Contrairement à celles du Nord, où elles sont un peu plus tranquilles. Ouais. Donc, ils ne sont pas en lutte comme ça. Et je dis souvent que, oui, ce voile, il peut être à l'intérieur. Moi, maman, elle le porte, mais c'est, je dirais... moi, j'ai toujours adoré la voir, puisque sa meilleure amie, Madame Richard, quand elle nous venait nous chercher à l'école, elle portait le même... Tu sais, Ma grand-mère avait un fichu, bien sûr. C'était chouette, et il n'y avait pas de... À l'époque, ça posait pas de problème. Pas de problème. Non. Ma grand-mère n'a jamais eu de problème pour son fichu. Alors, Ici la voix. Oui. Thierry, les téléspectateurs se plaignent de la trop grande densité de cette émission. Ils demandent s'il y aura des moments un petit peu creux par la suite pour se reposer. Alors, à 16 ans, tu te mets au sport et études, donc spécialité athlétisme. Et en 1989, tu es championne de France du 800 mètres. Oui. En même temps, attends. Quand on est né à Tours, je comprends qu'on ait envie de courir loin et vite. Mais ça, j'ai toujours senti petite. Et puis un jour, miracle. Tu chantes. On a tous quelque chose en nous de Tennessee en t'accompagnant au piano. Et la prof de chant te dit arrêtez le piano, tu continues à cappella. Ouais. Et elle te dit vous êtes une chanteuse, Nadia. Oui, c'est ça. Elle dit je te mets une note, je vais te noter, je te mets 19 parce que c'est excellent. Voilà, c'est voilà. ça qu'elle m'a dit. Moi, j'ai eu la même expérience avec ma prof de musique, mais elle m'a dit arrêtez tout. Mais ça, j'ai toujours senti petit. Moi, j'ai eu la même expérience avec ma prof de musique, mais elle m'a dit arrêtez tout. Moi, j'ai eu la même expérience avec ma prof de musique, mais elle m'a dit arrêtez tout.
Et là, évidemment, mesdames, messieurs, Nadia est repérée par Graines de Star, excellente émission sur M6. Excellente émission. Et tu vas gagner 3 fois. On regarde à quoi ça ressemble. On est trop faible pour s'entretuer. On est trop seul pour se détester. On est trop mal pour s'en rajouter. On est trop rien pour se déchirer. Alors, France, tu les connais, tu les as aidés tout à l'heure, tu les as conseillés. Regarde, ils sont tous les 3 dans la coulisse. Thierry Baumann qui remet son titre en jeu. Pascal Laforge ou Nadia, que dit la cigale ici? Nadia, grande chanteuse ce soir. Est-ce que la cigale est satisfaite? Bravo Nadia. Et voilà, Graines de Star, mesdames, messieurs. France Gall, si tu nous regardes. Alors, faire une carrière, c'est souvent sacrifier sa vie amoureuse. Hein? On en a beaucoup parlé dans Tout le monde en parle. Chaque fois que tu venais, je me disais, mais alors où tu en es? Et chaque fois, j'étais très déçu parce que... Ah ouais, mais t'inquiète pas pour moi, mais tout va bien. Bah ouais, mais regarde quand même, parce que ça a duré des années, cette histoire. On regarde. Dernier coup de foudre? Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Ah bah non, c'est pas hier. Hein. Non, c'est effectivement. Ah bon? Vous avez un Jules, là? Non. Parce que, non, mais je me fais beaucoup de soucis pour vous, parce que la dernière fois que je vous ai vu dans cette émission, vous n'aviez déjà pas de Jules. Et je comprends pas ce qui se passe. Le père de votre enfant, vous le voyez plus? Non. Quel con. Moi, je vous aurais pas laissé tomber. Et là, t'as pas trouvé encore? Non. Non, mais c'est incroyable. À chaque fois que tu viens... Moi, c'est un des trucs... Alors, tu vois, voilà. C'est une des souffrances de ce métier, c'est que chaque fois que je te vois, tu me dis que t'as pas trouvé de mec, et à chaque fois, je suis désespéré. Et voilà, ça a duré des années. J'étais désespéré. Elle court trop vite. Eh oui, c'est ça. Elle court trop vite, le mec, il peut pas suivre. Ah ouais, c'est sûr, une fille qui a été championne du 800 mètres, oui, c'est sûr. Oui. Et alors, le jour où on vous prête une liaison, enfin, vous démentez, vous déclarez chez Marc-Olivier Fogiel, je n'ai rencontré Zinedine Zidane qu'une seule fois, donc... Il t'a mis 2-0. Non, vous avez été plus forte que ça, vous avez dit dans Le Parisien, on me pose la question à moi, mais personne n'ose lui poser à lui. C'est vrai, tout le monde a les jetons de lui poser. Bah, j'ai remarqué d'ailleurs que, oui, effectivement, on se permet toujours plus facilement de poser la question aux femmes qu'aux hommes. Et ça, c'est une réalité. La preuve, c'est que vous me la reposez encore aujourd'hui. Je sais pas, ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans, je sais plus. Il y a toujours un doute, hein, quand même. Hein. Bah, écoute, dans l'esprit du public, je veux dire. Ouais, mais bon, je sais pas, en tout cas... Et là, il t'a pas sélectionné, là, ces derniers temps? Je sais pas, pose-lui la question ou appelle-le, je voilà, sais pas. Appelle-le. Voilà, on saura jamais, en fait. C'est non. Parce que lui, il dit oui. Ici, la voix, Nadia, je viens d'avoir Zinedine Zidane au téléphone. Il dit « Je m'ai bien régalé ». C'est pas gentil. Je sais pas où tu es, la voix, mais il faut pas que tu sois en face de moi, en tout cas. Eh ben voilà, tu vois. Nadia, tu te souviens de la chanson que je t'ai conseillé de chanter à Graines de Star? N'avoue jamais. Ouais, j'y ai pensé hier et j'ai dit... Tu vas me la faire? Ouais. Ça me fait plaisir. Merci. Someone found the letter you wrote me on the radio, and they told the world just how you felt. He must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. And I wanted to. If by chance you
never told a soul just how I've been feeling over you. But they said it really loud, said it on the air, on the radio. Whoa, the radio. Whoa, the radio. Whoa, the radio. Whoa, the radio. Grazie. Ça fait trop plaisir. Merci. Je crois qu'on peut dire que Nadia est dans la place, elle est revenue. Vous avez vu ce que c'est. Le single s'appelle Unity, vous pouvez le télécharger tant que vous voulez en payant. C'est vachement bien, bravo. Merci. Super plaisir, merci. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour Salut les terriens. Salut les terriens du samedi. Avec nous ce soir, 6 super terriens. Patrick Timsit, Alexandra Lamy, Yann Moix, Nadia, Jonathan Lambert et Laurent Baffy. Première terrienne invitée ce soir, l'actrice qui a mis 20 ans pour devenir bankable du jour au lendemain, Alexandra Lamy. Autre terrien invité ce soir, celui qui a débuté comme agent immobilier et qui continue à vendre des vannes exposées plein sud avec une belle hauteur sous plafond, Patrick Timsit. Autre terrien invité ce soir, celui qui fait équipe avec Christine Angot. Non, ce n'est pas le Xanax, c'est Yann Moix. Autre terrien invité ce soir, en 2004, elle chantait et c'est parti. En 2018, elle va chanter et c'est reparti. C'est Nadia. Dernier terrien invité ce soir, il fait un one-man show avec la Corée du Nord. Non, ce n'est pas Donald Trump, c'est Jonathan Lambert. En P2, Alex Vizorek. Et en P3, nous accueillerons notre terrien du samedi soir, Walter Benjamin. C'est l'histoire d'un juif grièvement blessé par un kamikaze qui s'est fait exploser à quelques mètres de lui à l'aéroport de Bruxelles et qui est sauvé par un musulman. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag FLT. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici mon CDD Tom Villa. Ça, tout va bien, tout va bien. Super. Juste avant de démarrer, Patrick, est-ce que vous pouvez me signer ça, s'il vous plaît? Si c'est une décharge? Non, c'est un petit contrat parce que comme il vient tous les 2 mois, Thierry, maintenant on a eu l'URSSAF sur le cul, on est obligé de le... C'est vrai, je vais être salarié, vous prenez pas de risque. Il faut une vanne, mais il y a quand même marqué 0, quoi. Non. Tu vois ce que je veux dire? Alors on va marquer 6 000 € l'heure. Hein, voilà. Ok, je signe. Non mais sérieux, une vanne à 0 €, ça. Ça a toujours été mes tarifs. Hein. Non, non, mais c'est ça. Non, non. Alors du coup, on va prendre rendez-vous tout de suite. Alors dans 15 jours, non, on est complet. Dans 3 semaines aussi. On a un petit créneau la semaine prochaine. Oui. C'est pas. Non, mais c'est qu'il a de l'actu tout le temps. Donc on peut faire un petit FaceTime. Oui. 1 minute, comme ça, le bilan carbone de la promo est bon. Comme ça, on fait ça. Ok. Voilà.
J'ai énormément d'affection pour Patrick. C'est vrai, j'ai fait une émission il y a 6 mois sur François qui s'appelait On refait le sketch. Et il y avait plein d'humoristes, il y avait Alex Vizorek, etc. Et on reprenait des gens qu'on aimait bien. Moi, je me suis permis de reprendre Patrick. J'ai fait le sketch de Elle fait la gueule. Et ça marche, ça cartonne tout le temps. J'ai juste fait une petite adaptation, vous allez comprendre pourquoi. Pour la Saint-Valentin, ça va, j'ai compris le truc, j'ai essayé de me rattraper. J'ai offert un cadeau plus féminin, je lui ai offert un lifting. Elle a fait la gueule. Elle m'a dit, mais c'est comme si moi je t'offrais des implants. Mais la méchanceté de cette femme. Des implants, mais des implants, ma grande, faudrait déjà que je perde mes cheveux pour ça. Bon, ça marche mieux quand c'est Tim Seed qui fait cette vanne, je vous l'accorde, c'est pas... Non, ça c'est... Non, mais... Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. La méchanceté de cette femme. Ah, la méchanceté de cette femme. La méchanceté de cette femme. Bon, en tout cas, Thierry, c'est incroyable. Ce soir, tous les invités sont liés. Jonathan Lambert a travaillé avec Laurent Ruquier, comme Yann Moix qui travaille actuellement avec Laurent Ruquier, qui a fait un film où jouait Franck Dubosc. Franck Dubosc qui réalise le film dans lequel est Alexandra Lamy. Nadia, bonsoir. Alors... Non. Alors, pas de vanne. Nadia, c'est toute mon adolescence. Elle cartonnait dans les années 2000 quand j'étais ado. J'avais la même tête qu'aujourd'hui, mais avec plus de moustache. Et en 96, vous avez participé à Graines de Star. On a revu les images tout à l'heure. Graines de Star, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un peu comme La France a un incroyable talent, mais sans Gilbert Rozon au garde à vue. C'est à peu près ça le... Ouais, c'est ça. Et puis non, mais elle a transformé l'essai. Non. Elle a cartonné après Graines de Star, parce qu'il y en a plein qui sont un petit peu tombés dans l'oubli, qui ont galéré. Sandy Valentino, les Poetic Lovers, Laurent Boyer, c'est pas simple pour tous ces gens-là. Deuxième invité, Thierry, quand elle fait une fiction sur TF1, elle fait les mêmes audiences qu'un match de l'équipe de France de football. C'est Alexandra. Un petit match. Un petit match à 8 millions quand même. Oui, un petit match à 8 millions. C'est énorme. C'est Alexandra qui vient pour le dernier film de Franck Dubosc qui s'appelle Tout le monde debout. Voilà, ça raconte l'histoire d'un homme qui se fait passer pour un handicapé pour séduire une nana qui, elle, est vraiment handicapée. Donc, c'est fou ce qu'on est prêt à parfois faire par amour pour les femmes. À côté de Tariq Ramadan et de sa sclérose en plaques pour éviter la prison, c'est rien, mais enfin, là, c'est quand même très impressionnant. Non, mais... Alors, Tout le monde debout, vous jouez une paraplégique dans la fiction de TF1 qui s'appelait Après moi le bonheur. Vous incarniez une femme atteinte d'un cancer. Comment ça se passe avec votre mutuelle, Alexandra? C'est une très bonne mutuelle. Ah ouais. Alors attention, parce que les handicapés ont beaucoup d'humour. Je vois déjà le truc arriver, dérapage chez Ardisson. Non, on peut rire des handicapés, Patrick en rigole. Voilà, mais on peut en rire, mais uniquement dans les grands magasins. Parce que quand ils te coursent, le temps qu'ils appellent l'ascenseur, toi t'es déjà au parking dans ta bagnole. Voilà, ça c'est... Et Alexandra qui va inaugurer son double au musée Grévin le 9 mars prochain, ça c'est extraordinaire. Le 8. Alexandra qui va inaugurer son double au musée Grévin le 8, je crois, c'est ça? Exactement. C'est fou, hein. Non, parce qu'il y en a qui ont dit que c'était le 9, et non, c'est bien, le 8. Hein. Enfin, nous, on y sera le 8. Ah oui, le 9. On y va la veille. Oui. On y va la veille pour être sûr d'être là. Ah ouais, bien sûr. Non, mais c'est génial aujourd'hui, parce que, voilà, ils sont bien améliorés. C'est vrai qu'il y a quelques... Si on a des anciennes statues qui sont toujours au musée Grévin, on a Gainsbourg, voilà, qui ressemble quand même vachement à Michel Houellebecq. Jean Reno, on dirait Steve Jobs. Et Sylvie Vartan, c'est terrible. Ah non, ça c'est les... Oh non, ça c'est la vraie. Ça c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Pardon, je m'excuse. Thierry, notre invité suivant, ne sait pas faire une phrase courte. Donc quand il y a la queue dans une boulangerie, il y a une chance sur deux pour que ça soit lui qui demande du pain. C'est Yann Moix, mesdames et messieurs. Yann Moix, écrivain, cinéaste, chroniqueur, voilà, on va pas se mentir. Ce soir, c'est le cerveau du groupe. Si on fait un Trivial Poursuite, moi je veux Yann Moix dans mon équipe. Voilà, Yann Moix, 3e et dernière saison dans On n'est pas couché. Ouais. Cette année, vous êtes en équipe... Non, pardon. Vous êtes en binôme... Non. Vous êtes à côté de Christine Angot. Non, on ne fera pas de vanne sur Christine Angot. Elle n'est pas méchante, Christine Angot. C'est juste que comme la dernière fois qu'elle a fait un compliment, on était encore en francs, du coup ça facilite pas les choses, mais c'est... Non, ce soir, Yann Moix, il vient parler des migrants. Voilà, vous avez fait un film qui va sortir sur Arte au mois de juin, c'est ça? Voilà, qui va s'appeler Recalé. Voilà, c'est le nom du documentaire, c'est Recalé, voilà. Ouais. Ça a failli s'appeler Migrants mais pas petits, mais bon, voilà, après ils ont... C'est Ruquier qui lui fait ces titres. Non, c'est un film sur les migrants à Calais. Il n'a pas été déçu, Vincent Lindon, de ne pas être dedans? Non, c'est pas... Non, mais il y a une grosse thématique ch'ti en ce moment dans les médias, Thierry, parce qu'il y a Yann qui vient parler des migrants, il y a Danny Boone avec la ch'ti de famille, voilà. Sauf qu'ils ne font pas confondre, hein, bien entendu, il y a ceux qui ne savent pas parler français et les autres, c'est les migrants. Donc ça, vraiment, faut pas...
Non. Et pour terminer, monsieur Jonathan Lambert, s'il vous plaît. Il y a son spectacle, et puis vous l'avez pas dit Thierry, il est toutes les semaines dans Quotidien, sur TMC. Je vais faire de la pub pour la concurrence. Ben non, mais la chronique est vachement bien. Il s'imagine 200 ans après, en 2218, pour voir ce qu'on retiendra de l'invité. Voilà. Jingle. Tiens, c'est marrant, hier soir, j'ai passé la soirée avec Rodolphe Lambert-Béizé, qui est l'arrière petit-fils de Jonathan Lambert. Je l'ai croisé dans une soirée poulpe et déguisement. Comme son aïeul, il adorait les ventouses et Stravluché. On buvait un Redcar. C'est un Red Bull avec du Ricard. Voilà, c'est la boisson à la mode en 2218. Et ensemble, on se remémorait les bons et les mauvais moments de son ancêtre, voilà, et de ce moment qui fut fatal à Jonathan. L'émission Quotidien sur TMC, voilà. L'émission cartonnait à l'époque, mais en 2028, après l'élection de Brigitte Macron qui succéda à son mari, énervé par ses collaborateurs qui prenaient de plus en plus de place, Yann Barthès a demandé à ce que toute son équipe soit plus petite que lui. Voilà. Alors pour Jonathan, ça ne faisait que 6 cm de moins. Et 6 cm, c'est pas grand-chose. En Corée, ça reste une très belle érection, mais voilà, l'opération a raté. Les chirurgiens se sont trompés et c'est Yann Barthès lui-même à qui on a retiré 6 cm, passant ainsi sous la barre symbolique du maître. Et du coup, c'est Jonathan qui récupéra la présentation de Quotidien, car plus aucune caméra ne pouvait filmer Yann Barthès, malgré une demande de récupération du matériel de Microcosmos. Et là, patatras, les audiences s'enrayent, évidemment. Merde. Bah oui, Lambert fit une tentative de récupération d'urgence. Comment ça va, toi? T'es venu? Alors, tiens, pousse-toi, toi. Non, je veux pas dire bonjour. Et Lambert voulait faire une récupération d'urgence, mais comme j'ai pas le prompteur en face de moi, je me rappelle plus du texte que j'ai écrit. En mettant des perruques et des costumes. Non, mais voilà, il a mis des perruques de dictateur et des costumes, mais l'audience s'enrayait. Et du coup, ça a déplu aux téléspectateurs, forcément. Voilà. Bref, les audiences chutent. Après 4 ans de galère, Laurent Ruquier le reprit dans On n'est pas couché. En 2034, pour la 28e saison, et n'étant plus drôle ni aimé de personne, Jonathan remplaçant poste pour poste Christine Angot. Malheureusement, après avoir reçu Laurent Baffy pour sa dernière pièce, Le doigt dans le fond, Jonathan souria et perdit son travail. Bref, la chute était inévitable, la France l'a pleuré, mais une seule communauté fut contente de la descente aux enfers de Jonathan Lambert, l'association des Poulpes de France, qui, elle, fut extrêmement soulagée. Bonne émission, Thierry. Merci. C'était Tom Villa, mon CDD. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur la plus mal canal. Patrick Timsit, bonsoir. Depuis le 20 décembre dernier, du mardi au samedi à 19h, vous êtes au théâtre de l'Atelier, dans Le livre de ma mère, d'après l'œuvre de Albert Cohen, mise en scène par Dominique Pitoisé. Ce livre, vous l'avez découvert il y a 30 ans. Vous avez commencé par en surligner des passages. Vous interprétiez des petits bouts en exercice en vous disant ça serait formidable de pouvoir monter sur scène un jour et jouer ça. C'est fait et ça marche. Vous dites le sombre... Pardon. Vous dites le sombre fait partie de ma vie aussi. Le rire est une émotion. La tristesse aussi. Mon rôle est de raconter des histoires. Et celle-là est juste différente. Oui, c'est pour ça que j'ai pris un texte d'Albert Cohen. Vous voyez. Ouais. Fallait pas que ce soit moi qui l'écrive. Hein. On a vu ce que ça donne. Alors, je voudrais juste vous citer une phrase de la pièce. Oh, non. C'est pas un extrait de la pièce, hein. En me couchant, je mets quelquefois une chaise près de mon lit pour qu'elle me tienne compagnie. Faute de mer, on se contente d'une chaise. Faute de mer, on se contente d'une chaise. Et la phrase d'après, c'est le milliardaire de l'amour reçu est devenu clochard. Voilà. Mais j'adore ce spectacle. À l'Atelier à 19h, c'est formidable. Alors Patrick, votre mère a vu la pièce. Oui. Ça lui a plu? Elle a déshérité. Elle a passé son temps à... Hein Elle t'a déshérité, comme Johnny Hallyday. Non, elle a passé son temps à se cacher et à essayer de ne pas me déranger. Donc je pense qu'elle a dû tellement se protéger qu'il faut qu'elle revienne. C'était la peur de déranger plus que la peur de voir... Alors, de ce à qui part était ça, dit. Patrick, vous êtes toujours juif ou...
ou c'est un paquet d'emmerdes et vous avez décidé d'arrêter? Dites-moi. Non, attendez, non, mes parents sont juifs. Moi, j'ai Oui. rien à voir avec eux. D'accord, bah oui. Non, ça n'a rien à voir. C'est bien ce qui me semblait. Parce que et leurs parents étaient juifs aussi. Ah ouais, rien, donc c'est rien à voir. de père en rien à fils. voir. Ah oui. Faut pas confondre. Moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Je les trouve radins, hein, vraiment. Est-ce qu'être juif, c'est aussi bien que le disent les antisémites? C'est vrai qu'on aimerait être juif comme on parle les antisémites. Ça serait aussi génial. riche qu'ils le disent. Oui, ça serait génial. Aussi pingre et aussi égoïste. Ouais. Est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un d'être juif? Oui, mais il faut le moral. Il faut avoir un bon moral. L'avantage d'être juif, c'est qu'on peut se moquer des juifs quand même. Oui, c'est vrai, comme Dubosc peut se moquer des mecs qui font des UV, vous voyez. Ouais. Chacun sa minorité. Alors, si je le vanne pas, il n'est pas content. Hein. Ouais, bien sûr, mais vous êtes là pour. Bien sûr. Vous avez vu que j'ai vieilli, je m'excuse maintenant. Oui, après ça les c'est un vannes. peu. Mais Ça, c'est un mauvais signe. Parce qu'Alexandra est là, à mon avis. Ouais. Qu'est-ce qui Ah. m'arrive? Quel enculé, ce Dubosc. Ah, je te retrouve. Je suis juste rigolo, quel parle très mollo, qui préfère le rire aux larmes. Ah là 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 là. C'est vrai Alors, qu'on est des bouffons. il paraît que vous arrêtez le one man. Alors, c'est le prochain spectacle. Et encore, j'ai trouvé le titre, j'ai dit adieu peut-être, merci c'est sûr. Comme ça me laisse une petite marge. Non, mais alors, rassurez-moi, Julien Courbet, il continue, lui. Bon, S'il d'accord. continue, je continue. Ah oui. Non, parce que vous n'êtes plus là. Qui va faire des blagues sur les nazis? Alors, les blagues sur les nazis, c'est parce que c'est vraiment... C'était, je me disais, quel rêve de faire un spectacle nazi. Oui. Imaginez... alors, je me disais, si je faisais un spectacle nazi, il faudrait que ça s'adresse à un public de nazis qui est de moins en moins nombreux. Quoi. Ah oui. Enfin, Ils meurent ce sont des petit gens à assez petit. vieux, quoi. Oui. Voilà. Et puis, bon, je commence par Hitler. Après, je faisais une bonne blague nazie. Après, je disais, c'est un mec qui arrive en pleine gare de Munich. On est en 1945. L'Allemagne a gagné la guerre. Et qu'est-ce qu'il voit en pleine gare de Munich? Un petit juif qui est là avec sa petite valise. Le nazi va voir le petit juif. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'il n'y avait plus de juifs. Et l'autre répond, ben, j'ai raté ma correspondance. Oh putain! Oh là là! Moi, j'ai vu le dernier à Playel. Incroyable, incroyable. Vous êtes vraiment formidable. Vous êtes le mec qui me fait le plus rire sur scène. Prends ça dans ta gueule, toi. Voilà. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le CSA, c'est pas peut-on rire de tout, c'est peut-on rire tout court. Le problème, c'est que vous êtes allé trop loin, Patrick. Maintenant, il va falloir demander pardon. Ah, Ouais. c'est l'heure des excuses. Interview c'est excuse. Déjà, les Africains, on commence avec les Africains. Vous allez vous excuser, on regarde. Ça serait quoi un Africain modéré? Hein? Ça serait un noir, mais il mangerait pas les gens. Une sorte de cannibale modéré, quoi. Enfin, vous voyez bien. Alors, excusez-vous. Non, c'était pour illustrer le musulman modéré. C'était pour dire, ça veut rien dire. Un musulman modéré, ça veut rien dire. Est-ce qu'on parle d'un Africain modéré? Ça serait quoi un Africain modéré? Voilà. Je peux pas m'excuser parce que les Africains sont avec moi pour cette. Ils sont d'accord avec moi. Alors, Ça je suis veut pas rien sûr. dire. Je suis Voilà. pas sûr que les Roms soient avec vous. On regarde. Peut-on rire des Roms? La réponse est oui. Parce qu'ils peuvent pas t'attaquer en justice. Hein. Bah, pour porter plainte, il faut rentrer dans un commissariat. Hein. Et encore rentrer, ils peuvent. Je vous laisse finir, d'accord? Très bien. Bon, les Marseillais, ça va être compliqué quand même, hein. Les Marseillais, Ah, les j'en Marseillais. fais 10 fois plus quand je suis à Marseille. Ah ouais, J'en rajoute. On regarde. Les Marseillais à Miami, les Marseillais à Rio, il n'y a pas longtemps, les Marseillais en Thaïlande. Non mais ça marche, allons-y, hein. Hey, pour exploser l'audimat, ils seraient capables de nous faire, mais les Marseillais à Auschwitz, hein. Hé, oh, hé, oh, hé. Hé, toi le nazi, là, oui, toi, le nazi, hé, on n'entend que toi. Tu vas la terre ou ta grande bouche, hein. Bon, quand je suis à Marseille,
Quand je suis à Marseille, je leur rajoute, je crains des gangs. SS ou pas SS, je m'en bats les couilles, moi. Tu crois que tu veux faire? Alors, elle est où, la cantine, là? Et la salle de muscu? C'est une chienne? Je croyais que c'était la peine. Et moi, te chienne, mon chien, le bouffe, te chienne. Mon chien, c'est un veau. Mon chien, quand il a bouffé ton chien, mon chien, il a encore faim. Les handicapés et les nains. Bon, là, effectivement, excusez-vous, regardez. Mais bien sûr qu'on peut rire des handicapés. Mais ça coûte cher, hein? En procès, oui, parfois. Pas avec celui-là, ça va. Les nains, c'est moitié prix, hein? Mais c'est un budget, petit, mais un budget quand même, hein? Excusez-vous. Alors, déjà, quand je dis pas celui-là, je parle de mon père. Les gens le savent pas. Et après, je le défonce. Et les gens le savent toujours pas. Et c'est après, je dis, ben, celui-là, c'est mon handicapé, je fais ce que je veux. Voilà. Non, alors, il faut préciser que j'ai jamais eu de problème avec les handicapés. Non. J'ai eu des problèmes qu'avec les valides, moi. Oui. Et c'est vrai, quoi. C'est les valides qui parlent pour les handicapés. C'est quand le mec, il fait de la muscu, champion de karaté, lui, il veut toujours vous péter la gueule. Alors que le handicapé, une fois... J'avais eu des soucis parce que tout d'un coup, on me disait Petrucciani, je vannais Petrucciani. Mais j'étais très pote avec Petrucciani. Sauf que son entourage ne pouvait pas me saquer. Je disais, Petrucciani, quand je l'ai vu arriver, je croyais que c'était un César. Petrucciani, il est pianiste parce que tu le mettais tu l'as mis devant un piano, tu le mettais au volant d'un camion et t'es chauffeur routier. Hein. Et donc, le mec, il est là, il dit, je vais lui casser la gueule. Et Denisot me dit, alors, il veut vous péter la gueule, qu'est-ce que vous avez à répondre? J'ai dit, s'il me pète la gueule, je pète la gueule à Petrucciani. Ah, c'est aussi injuste. Alors les juifs, putain, les juifs. Juifs, j'allais fort avec les juifs. Hein. Ceci étant, les ashkénazes... Ah, il fallait régler un problème, là. Faut savoir qu'il y a deux marques de juifs. Les ashkénazes et les séfarades. Les ashkénazes, c'est les juifs qui viennent d'Europe de l'Est, qui pleurent tout le temps sous la neige de Pologne. Ils mangent de la carpe farcie, c'est fade, mais pour rendre ça plus gai, ils rajoutent des antidépresseurs. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, ils sont chiants, les ashkénazes, non? Ah ouais, bah, c'est-à-dire qu'on s'entend pas rire tellement ils pleurent. C'est fort. C'est ça. Ils pleurent trop fort, on s'entend pas rire. Mais je les venge après, parce que je dis, la différence entre un ashkénaze et un séfarade, c'est la même qu'entre Einstein et Enrico Macias. Vous voyez, c'est pour expliquer. Et donc, explique bien. Très contents, ça, voilà. Très bon. Arthur, il est séfarade, Arthur. Oui. Arthur. Arthur, c'est un Belge. Ah bah oui, il est belge, Arthur, mais il a toujours été belge, hein. Même avant de devenir belge, il était déjà belge, Arthur. Dans sa tête. Ah, il me l'a dit, hein. Hé, Patrick, faut quitter la France, hein. Non, mais le climat est malsain, ça fait peur, hein. L'antisémitisme. Les impôts, hein. Hé, Patrick, la montée de l'islamisme, hein. Bon, les impôts, hein. Et puis, hé, Patrick, il pleut tout le temps en France. J'en ai marre, je me tire en Belgique. Hé, Patrick, je t'en ai parlé des impôts, Patrick, je t'en ai parlé. Violent. Il vous en a voulu, Arthur, non? Bah, c'est-à-dire que c'est pas contre Arthur, hein, mais il illustre bien mes sujets, je trouve. Ouais. À chaque fois, c'est vrai, c'est plus drôle quand c'est lui, j'y peux rien. Et Gad Elmaleh. Ah, Gad Elmaleh. Oui, il était prévenu avant cette vanne. On l'avait beaucoup critiqué, Gad Elmaleh, pour sa pub sur la banque. Mais le Chopin, quand il y avait un petit billet à prendre, c'était pas le dernier. C'est bizarre quand même, Gad Elmaleh. Je rêve d'une banque. Mais nous, on rêve de super-héros, de licornes, de sirènes. Non, Gad Elmaleh, lui, il rêve d'une banque. C'est bien les Juifs, ça. Et bravo. Quand je l'ai prévenu, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, Gad, tu sais, je vais te vanner, appeler Gad, mais je veux que tu la prennes tout de suite par moi, parce que ça sert à rien. Il m'a dit, mais c'est tout, mais vas-y. Ouais, donc, vous êtes complices entre vous. Ouais, exactement. Mais, ça, c'est les Juifs, hein, ils se trouvent. Il me dit, c'est bien payé, prends, vanne, et viens investir à la banque. Donc, après Salut les terriens, à 21h, sur C8, Patrick Timsit. Merci d'avoir été avec nous, Patrick. Et maintenant, on passe à notre invité
polémique. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Yann Moix, rebonsoir. Je suis le mal-aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Alors ça, Yann, c'était avant l'arrivée de Christine Angot dans On n'est pas couché. Je suis le mal-aimé. Vous savez que désormais, le public vous appelle le gentil. Vous le vivez comment? Ça vous gâche pas le plaisir de faire l'émission, d'être considéré comme le gentil? Non, mais vous m'apprenez quelque chose. Je pensais toujours être le méchant. Donc non, vous êtes le par rapport à elle, de toute façon. Vous êtes le gentil. Le truc positif, c'est que Angot, au moins, ça l'empêche d'écrire des livres. Donc ça, c'est l'avantage du truc. Tu l'adores, toi, Angot, hein? Oui, parce qu'elle est sympathique, elle est drôle, et elle aime les gens. Elle est totalement légitime pour juger, parce qu'elle sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Elle sait à qui décerner les bons points, les accites. Non, je la trouve brillante. Mais comme tout le monde, je voudrais qu'elle parte, quoi. Je crois que tu le sais et que tu le fais exprès. Laurent Ruquier a annoncé que vous quittiez l'émission à la fin de la saison. Alors, l'amour dure 3 ans, finalement. C'était... L'émission, elle dure 3 ans, oui. Ouais. Personne... Si, au début, je crois... Gilles Zemmour, 5 ans, mais... Nolo, 4 ans. Maintenant, c'est 3 ans. 3 ans. C'est très bien. Ça a été 1 an, elle. Ça fait seconde, première, terminale. Ça va... Après, ça fait redoublant. Tu veux dire qu'on va se taper Angot encore 2 ans? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est 3 ans. La France a peur. C'est sûr. Vous, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, oui. Oh là là, c'est dommage. C'est bien, 3 ans. Ce sont les mêmes qui me sifflaient il y a 2 ans pour que je m'en aille. Non, c'est bien, il va écrire, Thierry, c'est bien. Oui, il va écrire, mais ce qui est dommage, c'est que vous avez raté le prochain album de Patricia Cass, de Grégoire, de Christophe Maé. Je vais surtout vivre dans un monde dans lequel ils n'existent plus. En tout cas, on se souviendra de vos clashs, Yann. Nicolas Bedos, Patrick Sébastien, Mathieu Kassovitz, Marine Aquet, Scheim, Necfeu, Émeric Caron. Voilà. Et vous nous laissez tomber. Je viendrai vous voir plus souvent. Ouais. Pas de menace, Yann. Ici la voix. Oui. Thierry, les téléspectateurs sont un peu désorientés. Ils demandent quand est-ce que Yann Moix commence à chier sur tout ce qui bouge, comme chaque samedi depuis 3 ans. Tout de suite. Et là, c'est le grand clash. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de plus. C'est-à-dire vous en prendre, évidemment, à tous ces gens-là, ça ne vous intéressait plus. Vous avez décidé de vous en prendre à Emmanuel Macron, le président de la République. Bon, d'abord, je m'en prends à très peu de monde dans l'émission On n'est pas couché. Et en général, je m'en prends à très peu de monde, mais pour les très bonnes raisons. C'est-à-dire que si les médiocres veulent être traités de génie, c'est pas la peine de venir dans On n'est pas couché. Comprennent qui pourra, y compris les voix qu'on entend. J'ai très bien compris. Et par ailleurs, pour une raison beaucoup plus sérieuse, je m'en suis pris évidemment à Emmanuel Macron sur un sujet qui me semble grave et qui va au-delà de ma petite personne, c'est celui des exilés. Je tourne en ce moment un film à Calais depuis quelques mois et je vois dans cette ville une zone de non-droit s'installer dans laquelle, et je le dis et je le répète et je le répéterai, des enfants dont les plus vieux, alors c'est plus des enfants, ont 30 ans, mais beaucoup sont mineurs et d'autres ont entre 18 et 23 ans, sont régulièrement, nuit et jour, partout où ils se trouvent, matraqués, tabassés, humiliés et gazés. D'abord, on va regarder les images que vous avez filmées à Calais et on en parle après. C'est de la folie, it's crazy. It's not normal. I want you to explain exactly what the police did. Wow. Oh no way. It's crazy. When they come in, they see anything, they put spray in the water and the food. They don't care about anything. You show me the place. That's my sleeping room.
come here. Sleep here? Yeah, sleeping here. Now is water come. Yes, People yes. sleeping here. People sleeping here. Bonjour, bonjour. This now is blanket. Bonjour, bonjour. Yeah. Bonjour, bonjour. No After sleeping long- here. This human no place. This animal place. I It's live not here. a place for you human being here. Human being here. For animals. This my food. I eat this. The coming spray. This. I eat this food. Hoping friends will be fine, and in fact, fans beat them. So tonight you will sleep here one more time? You have no blanket? It's very, very cold. Voilà, j'affirme, Monsieur le Président, que des fonctionnaires de la République française frappent, gazent, caillassent, briment, humilient des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans la détresse et le dénuement. Je l'ai vu, Monsieur le Président, et je l'ai filmé. Vous accusez Emmanuel Macron, qui est le président de la République, qui est donc le responsable, d'avoir instauré à Calais un protocole de la bavure. Soit le président de la République ignore ce qui se passe là-bas et il n'a rien à faire à l'Élysée, soit il sait ce qui se passe là-bas et il n'a rien à faire à l'Élysée. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer des ordres d'une telle cruauté. J'entends bien que la plupart des policiers font correctement leur travail, mais je sais aussi, parce que j'en ai les preuves, qu'une très grosse partie d'entre eux, 20%, s'adonnent à Calais à des jeux d'un grand sadisme, pisser sur les couvertures, balancer des effets personnels à la flotte, asperger toute la journée, sans qu'il y ait de danger pour eux, des enfants qui se baladent ou qui essayent simplement d'avoir un peu de tranquillité pour dormir 2 heures, ce qui est impossible, puisque toutes les 2 heures, ils sont réveillés, à coups de pied, à coups de bombes lacrymogènes. Et il y a à Calais une situation qui est insupportable et intenable, c'est-à-dire que c'est une souricière où ils n'ont aucune issue possible. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, et ils n'ont pas le droit d'aller en Angleterre. Et c'est le grand scandale que j'essaye de montrer, et aussi d'expliquer aux gens, qui est que nous faisons pour les Anglais, nous servons aux Anglais de garde-frontière, de garde-barrière. Il faut savoir, il faut que les Français sachent que désormais, la frontière anglaise se trouve à Calais, et que nous faisons pour les Anglais, pour complaire aux Anglais qui ne sont pas dans l'espace Schengen, un travail que eux ne font pas. Alors, tout le monde vous est tombé dessus, évidemment. Ça va du préfet au ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb, et vous persistez. Thierry, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que ça leur aurait pris 15 minutes pour me recevoir, tranquillement et gentiment, et dire voilà, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire. Ils ont peut-être peur que tu viennes avec la folle. Hein. Plutôt que cela, ils décident de s'attaquer à mes propos en me traitant de mythomane, d'affabulateur, alors que des centaines et des centaines d'associations de bénévoles disent exactement à la virgule près la même chose que moi. Le défenseur des droits, qui fait partie de l'État, dit la même chose que moi. Et manifestement, ils préfèrent faire de la sourde oreille. Et j'annonce ici aujourd'hui que parce que M. Collomb m'a mis en cause... Oui, Collomb, pardon, il faut dire à nos amis téléspectateurs, Collomb dit que les images que vous montrez n'ont pas été tournées... Alors, il m'accuse d'avoir bidouillé des images, d'avoir antidaté des passages de mon film et d'avoir filmé des choses en 2015 ou 2016, notamment du démantèlement de la jungle de Calais, en les appliquant à aujourd'hui. Alors, d'abord, je rétorquerai à M. Collomb qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont une petite caméra amateur le savent, toutes les cartes mémoire sont datées, on a tout à la minute, à la seconde précise, et donc le jour est inscrit, tout est inscrit, et donc j'annonce ici ce soir que je vais attaquer le ministre de l'Intérieur pour diffamation. Attendez. En propos, comme je ne suis pas avocat, je ne peux pas vous dire s'il y a diffamation, mais pour des propos qui me semblent diffamatoires, car lorsqu'on est un responsable politique de haut rang, et quand on est à son poste, on ne peut pas, si vous voulez, faire passer pour de la mythomanie ce qui n'est que du témoignage. Et plus on lui apporte d'images, moins il se rend compte de la gravité de la situation, moins il nous fait croire qu'il n'y est pour rien, et plus il nous accuse de mentir. Je ne comprends pas pourquoi mon témoignage est à ce point humilié et à ce point passé sous silence et ridiculisé. J'ai donc décidé, puisque maintenant ça suffit, d'attaquer le ministre de l'Intérieur français pour propos diffamatoires à mon égard. D'accord. Dans mon film, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire en avance, je crois qu'il m'y autorisera, je filme M. Jacques Attali, qui vient de voir une brigade asperger des jeunes. Et face caméra, M. Attali me dit
Je compare ça au sort des Juifs des années 40 en France. Je dis, vous ne pouvez pas dire ça, Jacques, ça va loin. Il dit, je l'assume et vous pouvez le filmer. Non, voilà. Et je rajouterai que je sais qu'un jour la France aura honte de ce qu'elle a laissé faire au moment où je vous parle, et mon indignation est au prorata de leur aveuglement. Et puisque la vérité n'existe pas pour eux dans la presse, ni dans les journaux, ni à la télévision, on verra si elle existe dans l'enceinte des tribunaux. Et j'y vais, je fonce, et je me fiche absolument des conséquences, Thierry. Au-delà de ça, au-delà de cette situation que vous décrivez dans votre film, Gilles William Goldnadel vous traite d'idiot utile de la cause migratoire. Est-ce que les artistes n'en font pas trop concernant les exilés? Non, il faut bien savoir une chose. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un exilé? Un exilé, contrairement à un migrant, parce que je n'aime pas le mot de migrant, la migration, c'est quoi? La migration, c'est que vous voulez aller habiter ailleurs. La plupart des exilés auraient adoré rester chez eux. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment dire à vos téléspectateurs, Thierry, c'est qu'on croit qu'on accueille la misère du monde. Encore qu'on aurait le droit de le faire, on aurait peut-être même le devoir. Mais les migrants qu'on accueille, les exilés, sont l'élite de chez eux. Plus on donne d'argent aux dictateurs et aux satrapes pour qu'ils fassent de la rétention d'êtres humains chez eux, plus on développe les pays en question, et plus ce développement aide à être au courant de ce qui se passe en Europe. Et donc, ceux qui ont accès à Internet, ceux qui ont accès à la réflexion, ceux qui ont accès à l'argent, sont les premiers à pouvoir partir. Ce qui fait que les gens qu'on rencontre dans la jungle de Calais parlent 5 langues. Vous vous dites qu'ils connaissent Victor Hugo sur le bout des doigts, certains. Je connais un Afghan qui a quitté son pays par passion de Victor Hugo. Il lit l'intégrale de Victor Hugo en français. Il ne parlait pas français il y a quelques années, il y a 3 ans, il parlait que farsi. Aujourd'hui, il a eu son bac avec mention très bien, et 19 en français, 18 en histoire. On me traite de mythomane, évidemment, quand je raconte ce genre d'histoire, mais si vous cassez votre portable dans la jungle de Calais, vous donnez votre portable en début de journée, il est réparé à la fin de la journée. Ce sont des geeks, ce sont des étudiants, il y a des avocats, il y a des radiologues, il y a des étudiants en droit, des étudiants en littérature, mais c'est normal. C'est pas le malheur ou la misère du monde qu'on accueille en ce moment, c'est au contraire l'élite mondiale de pays en détresse. Et je répondrai à M. Goldnadel un argument que je n'avais pas, mais que j'ai eu en venant ici. J'entends dire parfois, c'est la graine de terroristes qui arrive, il y a des terroristes qui profitent d'arriver. Mais je pense qu'un jeune qui n'a jamais eu d'idée haineuse envers la France et qui est matraqué toute la journée dans la jungle et qui ensuite arrive en Angleterre, si un jour il a envie de rendre à la France qu'elle lui a donné, peut-être que le germe terroristique finira par éclore dans son esprit. Ouais. Alors, la question, c'est toujours, est-ce qu'il ne faut pas se méfier des bons sentiments? Parce que moi, je me souviens, dans les années 50-60, les gens comme vous, les artistes, les intellectuels, étaient quand même les compagnons de route de l'URSS. On se souvient de Yves Montand et de Simone Signoret, qui revenaient du RSS en nous expliquant que c'était formidable, que Brejnev, que tout ça, c'était extraordinaire. Ils ont fait leur mea culpa après. Oui, ils l'ont fait, mais à l'époque, très tard. où ils le disaient, si tu avais le malheur de dire le ça a contraire, duré 20 ans. tu passais pour un énorme facho. J'entends bien, mais vous voyez quelle est la grande différence. On passe d'un monde qui était celui du XXe siècle, qui était un monde de l'idéologie, où des régimes étaient des régimes iniques et institutionnalisés. L'URSS est l'institution d'une idéologie, comme le nazisme était l'institution d'une idéologie. L'URSS, c'était faire un monde nouveau. Et puis, il défendait les dirigeants, c'est quand même la grande différence. Alors que là, il s'agit de défendre non pas les dirigeants, bien au contraire, mais c'est les ressortissants. Que les citoyens. C'est les gens, c'est pas les dirigeants, c'est vrai. Ces gens qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est qu'ils sont dans une situation d'exil. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'abolition des frontières est une bonne chose. Je ne suis pas dans une sorte de béatitude. D'angélisme. Mais pas du tout. Je dis simplement une chose à mon petit et minuscule et infinitésimal niveau, qui est que chaque enfant qui reçoit un coup de matraque de la part de la République française sur le sol de la nation est en fait la victime d'un pouvoir. Et ce pouvoir aujourd'hui est en place. Et je ne demande rien d'autre, parce que je n'ai pas de politique, que la cessation immédiate des coups de matraque, des hématomes et des pulvérisations de gaz lacrymogène sur le visage d'innocents inoffensifs qui n'ont fait que partir d'un pays où ils étaient torturés et massacrés. Il y a quelque chose, enfin, une dernière chose que je voudrais dire, c'est que des enfants qui ont vécu les tortures en Libye, des enfants qui ont vécu les naufrages en Méditerranée et qui ont réussi à tromper la vigilance des CRS les plus extrêmement roués et les plus extrêmement hostiles à leur présence, réussissent des concours qui sont plus difficiles que les mines ou polytechniques. C'est les plus malins qui arrivent, oui. Jacques Attali me disait en allant à Calais, c'est plus difficile d'être là que d'avoir réussi Polytechnique. Oui, c'est sûr. Donc, cette richesse, cette intelligence dont ils ont fait montre... C'est les plus intelligents, bien sûr. Ils sont plus intelligents que les majors de centrales actuelles.
Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont... Alors d'abord, il y a Dehors, une lettre ouverte au président de la République qui sortira le 1er juin chez Grasset. Et ensuite, il y a un film, le 6 juin, sur Arte. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans nos yeux. Voilà, c'était la fin de SLT. On se retrouve après la pub avec Alex Vizorek et Alexandra Lamy. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Alexandra Lamy, de Yann Moix, de Nadia, de Jonathan Lambert et de Laurent Baffy. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Viso. Mais quelle ambiance! Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. On y va directement. Politique française. Laurent Wauquiez en visite au Salon de l'Agriculture cette semaine pendant 2 jours. Il a tout donné 2 jours. Alors on le voit un peu prendre toutes ses précautions d'abord, on va le voir ici, en train de vérifier qu'il n'y ait pas des enregistreurs cachés. Et puis ici au milieu des taureaux, il s'improvise jury d'un concours de bullshit. C'est une blague, il faut avoir une petite notion d'anglais. Et enfin, après, il a eu un petit creux et on lui a refilé son plat préféré, un peu de foin. Regardez comme il est content, mon Lolo. Le président Macron aussi est allé au salon. Macron a adopté une poule au Salon de l'Agriculture et BFM TV l'a invité en plateau, entre guillemets, la poule, nous précise le Huffington Post. Alors, on en vient à regretter qu'il n'ait pas adopté un âne, car BFM TV l'aurait certainement gardé comme stagiaire. Mais le bilan pour Macron fut mitigé. Il a été sifflé par les éleveurs au Salon de l'Agriculture. Et encore, il était en costume. Imaginez l'accueil qu'aurait eu Aurore Berger si elle était allée habillée comme elle est venue ici la semaine dernière. D'ailleurs, Marlène Schiappa l'a rappelé, ceux qui ont insulté Aurore Berger encourent jusqu'à 12 000 € d'amende. Et ce serait bien fait pour eux. Je trouve normal que quand tu réfléchis avec tes bourses, on ait le droit d'aller taper dedans. Évidemment. Et c'est d'autant plus con, Thierry, qu'Aurore Berger, depuis 2012, elle a été sarkozyste, puis filloniste, puis re-sarkozyste, puis juppéiste, puis macroniste. Donc, c'est vraiment pas la taille de sa jupe et de son décolleté qu'il fallait critiquer, mais plutôt la qualité de sa veste réversible. Harcèlement encore. L'affaire Darmanin, la seconde plaignante s'est sentie obligé d'avoir un rapport sexuel. Alors en matière de sexe, on connaissait déjà le 69 et donc avec Gérald Darmanin, apparemment, il existe aussi le 49.3. Extrême droite. Jean-Marie Le Pen nie le réchauffement climatique. Il a écrit dans un tweet « Ça n'est pas possible puisque on se caille les miches ». Papy s'improvise météorologue et donc on ne s'étonnera pas qu'il soit climato-négationniste. Parce qu'on le sait tous bien, le réchauffement climatique, c'est une invention des ours polaires pour venir piquer le travail de nos ours français. Ceci dit, la grâce présidentielle demandée pour Michel Cardon, l'un des plus anciens détenus de France. Si c'est le cas, il aura mis 40 ans à sortir de prison. Cela étant, j'espère qu'il sortira un dimanche. Comme ça, en rentrant chez lui, il allumera la télé. Ce ne sera pas un trop gros choc. Il verra que Michel Drucker est toujours là. Politique internationale. Donald Trump a déclaré à propos de la fusillade en Floride qu'il serait rentré dans l'école, lui, même sans armes. Quel regret, du coup. J'aurais adoré, moi, le voir rentrer dans une école. C'est vraiment une image collector en soi. International encore, le roi du Maroc, Mohamed VI, opéré du cœur à Paris. Est-ce que quelqu'un peut prévenir Gérard Collomb qu'il y a un migrant qui va venir profiter de nos soins de santé? Je pense qu'il doit le savoir.
Société toujours, la ville de Paris accepte finalement le prénom Marseille pour un enfant né à Paris. Alors apparemment l'inverse avait déjà été autorisé puisque monsieur et madame Ontencule à Marseille ont 2 filles. Paris et Paris Ontencule évidemment. Ça, dès que c'est raffiné, j'ai les applaudissements. Ça, ça rate jamais. Média. Déjà, une mauvaise passe pour Le Média, qui licencie sa présentatrice. Le Média, c'est la télévision des Insoumis. Et on comprend mieux pourquoi Jean-Luc Mélenchon a voulu son propre média. C'est pour enfin réaliser son grand fantasme, pouvoir virer ses ordures de journalistes quand il le voulait. People. Jacques Chirac est diminué et sans merde, nous dit Patrick Sébastien. Alors ça, comment il le sait? Est-ce que Chirac l'a appelé pour lui dire que tous les samedis soirs, il regardait le plus grand cabaret du monde? Je sais pas. Télé encore, Nikos Saliagas nous le dit, sa fille voudrait faire The Voice Kids. Et je vais vous dire, c'est pas le seul cas. Le fils de Bernard de la Villardière aimerait lui aussi prendre de la coke et aller au pute plus souvent. People, enfin, Carla Bruni évoque sa belle entente sexuelle avec Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Comme quoi, en matière de sexe, c'est vraiment pas la taille qui compte. Et voilà. Je me ferais plus chier à faire des blagues raffinées, hein. Sport à présent. On vient de tuer la Coupe Davis. La réforme de la compétition est vivement critiquée par les joueurs français de tennis. Et tu m'étonnes, c'est la seule compétition que les tennisman français étaient capables de gagner. Et bim, on change les règles, c'est vraiment des salauds. Et après, ça va être quoi? On va leur demander d'habiter en France pour participer? Non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et les brindilles. Cherbourg, ivre virgule, il trébuche sur une bite après avoir agressé des policiers. Ce qui est bien parfois avec les brefs, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter derrière. On passe à la Gironde, où un pâtissier condamné pour harcèlement envers 6 de ses apprentis. Pourtant, il avait été clair sur l'annonce, il avait mis « Si tu aimes gâterie et sucrerie, eh ben voilà, viens dans mon équipe ». Les apprentis ont commencé à avoir un doute quand il leur a expliqué 10 fois comment tremper le biscuit. Seine-Maritime, à présent, un patient du CHU de Rouen découvre dans son plat un mulot mort. C'est quand même dire la qualité des plateaux repas dans l'hôpital. Même les souris ne supportent pas le plat du jour. Culture, on passe. L'artiste de la semaine, Thierry. Chaque semaine, je propose une petite visite dans un musée, essentiellement d'art contemporain. On va à Lyon, au MAC, où dès le 9 mars, cette semaine, sera exposé Adel Abdesemed. C'est un plasticien star franco-algérien. Il est né dans une maison juive d'une mère musulmane et accouché par des sages-femmes chrétiennes. Comme quoi, le berceau de toutes les religions, c'est pas Jérusalem, c'est son couffin à lui. Abdesemed, et voilà, on se dit que il a plus le feu au cul que Nicolas Hulot. Et on va découvrir quelques-unes de ses œuvres pour se faire une idée. Voilà, c'est un pigeon entouré de dynamite. Alors je peux vous dire que dès que celui-là est arrivé en France, on l'a baguette. Et il a fait une variante avec une tortue. On connaissait les tortues ninja, ici on a la tortue djihad. Non mais c'est plein d'avantages parce qu'une tortue, ça veut dire qu'elle a sa maison sur le dos, donc pas besoin d'aller loger chez Jawad. Animaux toujours, une jolie sculpture ici où on peut reconnaître un chien qui rapporte une main un dimanche normal chez les Debouz. Félicitations. Très bien. Et sa sculpture la plus célèbre, vous la connaissez tous, je pense, c'est celle-ci, c'est le coup de boule de Zinedine Zidane sur Materazzi, sous le regard un peu étonné de Mathieu Valbena, le petit à droite. Et Zidane n'est pas la seule divinité qu'il a représentée, il a aussi représenté Jésus, sculpté entièrement en fil de fer. Tu m'étonnes que Jésus-Christ. Et c'est le meilleur jeu de mots de la chronique.
Et la religion l'inspire, attention. Notamment ici, on voit, c'est une étoile de David en cannabis. Alors attention, c'est pas l'étoile de David Guetta. C'est une étoile de David en bœuf. C'est peut-être la meilleure idée pour réconcilier les jeunes de banlieue avec la religion juive. Et je voudrais terminer par ses œuvres énormes, parce qu'il y a des, voilà, comme celle-ci notamment, il a carrément travaillé des avions. Une œuvre qu'il a rebaptisée Maman, j'ai ratatiné la Malaysian Airlines. Ouais, je veux pas être mauvaise langue, mais quand même, depuis le 11 septembre, entre les Arabes et les avions, l'histoire est compliquée. Mais autre image, elle va vous plaire, celle-là. Voilà, Valéry Giscard d'Estaing mimant sa relation avec Lady Di. Et il en a même fait avec Squelette une image un peu plus actuelle, et c'est très joli, ça, Thierry. Comment ne pas être ému par cette dernière photo de Johnny et Laetitia Hallyday sortant de chez le notaire. Allez donc au musée d'art contemporain de Lyon voir Adèle Abdessemed, parce que là, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo, merci. C'était Alex Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine, et sur scène à Paris, et en tournée dans toute la France. Yann, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse filer, merci. Et bravo, bravo. Et maintenant, on passe à notre qui est au top de la semaine. Alexandra Lamy, bonsoir. Alors Alexandra, la dernière fois que vous êtes venue dans Salut Terrien pour Retour chez ma mère, vous nous disiez vos espoirs de voir décoller votre carrière au cinéma. Jusque-là, je n'ai pas joué dans des films à gros succès. Mais comment savoir ce qui va marcher? Construire une carrière, c'est un vrai boulot. Les choses se passent comme ça pour le moment, mais peut-être qu'un jour, elles s'inverseront. Eh bien, les choses se sont inversées. Depuis le film Retour chez ma mère, dont vous êtes venu parler ici, qui a fait quand même 2 millions d'entrées, oui. Vous avez fait 6 films et il y a 2 films en préparation. Deuxième service. Maintenant, ça y est, Alexandra, c'est officiel. Vous n'êtes plus présentée comme la fille de Un gars et une fille, comme l'ex de Brice de Nice, ou la sœur de la fille de Scène de ménage. Vous êtes juste présentée comme Alexandra Lamy, la fille qui cartonne au cinéma. Alors, ouais. Mais c'est vrai. Bah merci, merci. C'est vrai. Mais je suis ravi pour vous. Mais pourquoi il a dit l'ex, c'était plus avec Jean? Alors, Alexandra, vous êtes à l'affiche de Tout le monde debout, le premier film écrit et réalisé par Franck Dubosc. Alors, le pitch, il est très efficace et très simple. C'est l'histoire d'un dragueur qui, pour séduire une femme handicapée, se fait passer pour un handicapé. C'est imparable. C'est un truc qu'on peut vendre aux Américains. C'est vraiment un super pitch. Alors lui, c'est un businessman qui gagne beaucoup d'argent. Il est dans le sponsoring sportif, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui, complètement. Oui, c'est un séducteur qui est prêt à tout pour s'emballer des jeunes femmes, surtout. Et puis, effectivement, il tombe sur une jeune femme qui veut absolument emballer. Voilà. Donc, il se retrouve par des concours de circonstances sur un fauteuil. Et quand elle l'emmène dans sa famille, alors qu'il veut l'emballer elle, il tombe sur sa sœur, donc qui est moi, et qui, moi, c'est vraiment qui est handicapée, voilà. Vous êtes effectivement violoniste dans un orchestre symphonique. Vous êtes lumineuse, voilà. Je ne vais pas vous dire mieux, vous êtes très touchante dans ce film, vraiment. Il y a aussi Elsa Zilberstein, qui est extraordinaire dans qui joue l'assistante de Franck, qui est folle d'amour, et qui accepte de se caricaturer, de faire... Vraiment, c'est ça. Oui, c'est la première fois même qu'on la voit vraiment comme voilà, ça, et elle est extrêmement drôle. Qui est vraiment un vrai second rôle. Il y a Gérard Darmon, l'inévitable. Gérard Darmon, c'est le Gérard. Donc il fait un homo. Bon, il l'a déjà fait. Oui. Médaille douce.
Oui, c'est vrai. Oui, il retrouve ça, effectivement. Il aime ça. Très bien. Ici la voix. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Thierry? Vous aimez tout le monde aujourd'hui? Vous avez peur de mourir ou quoi? Non. J'aime les invités. Voilà, c'est tout. Banco. Alors, le titre est inspiré par François Feldman, qui au Téléthon C'est vrai, je me avait dit, devant une foule de mômes en fauteuil, avait dit « Tout le monde debout ». Voilà. Il a fait là-bas au fond. Là-bas au fond, on regarde. Tout le monde debout, là-bas. Tu peux me faire danser, bouger, tourner autour de toi. Tu peux me faire sentir qu'il faut partir. Le soleil sera. J'adore la chanson quand même. Hein. Alors, vous faites vraiment, je vous le dis, une performance d'actrice, donc vous êtes à la fois dramatique et comique, enfin c'est très subtil, vous êtes très juste, et c'est vrai que vous êtes à la fois frappé par le sort, évidemment vous êtes sur ce putain de fauteuil roulant, mais vous êtes capable d'humour, d'autodérision, j'étais scotché. Bah écoutez, merci. Non, mais sincèrement, j'étais scotché. À la fin du film, j'avais même une petite larme. J'ai trouvé ça. Ouais. Vous, Thierry? C'est les antidépresseurs qui sont mal dosés, il est pas bien. Les antidépresseurs, c'est les pétards. On regarde. Je m'appelle Rodrigo Gonzalez. Je suis colombien. J'ai 2 kilos de shit dans mon sac. T'en as pas marre de mentir tout le temps? Tout le monde ment, Max. Ça sert à quoi? À rien. Le challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller? Des promesses. Ma mère, Elle est morte. les clés de chez maman. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y aille au moins une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe de gens comme vous. Des gens comme moi. Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite. Tu passes à l'acte comment? Je deviens Jésus. Je me lève, je marche, je m'en vais. Voilà. C'est Jocelyn. Oui, le pas si vieux, qu'est-ce qu'on me raconte? Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà. Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir 1000 trucs à vous dire, hein, entre Parisiens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je lui dis, c'est bidon, je suis pas handicapé, c'est pour draguer ta sœur. Il y a quelqu'un pour vous. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. Je peux vous parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez. Non, vous venez. Non, venez. Non, vous. Non, vous. Non, vous, venez. Non, vous. Non, je peux pas bouger. Et comment la grande sœur? C'est rien, moi, elle est comment? Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose. Oh, Jocelyn. Ah, Florence. Vous êtes assis sur ma chaise? Oui. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe, hein. On pue pas des pieds quand on s'en sert pas. T'as raison. Je vais tout lui dire. Jocelyn? Quoi? C'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi. C'est bon, Marie. Tout le monde debout. Ça sort le 14 mars dans un cinéma près de chez vous. À mon avis, il va y avoir des salles. Il n'y a pas de problème pour trouver le film. Alors, il a bien assuré du Bosc, hein, quand même. Ah oui, moi je trouve. Non, vraiment, parce que les comédies, on sait que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et je trouve qu'il y a tout dans cette comédie. C'est-à-dire que c'est à la fois extrêmement drôle. Bon, Elsa, la dernière phrase, vous allez voir, mais, bref, elle est extraordinaire. C'est touchant. Et il y a un vrai fond. Donc on se dit, voilà, il a réussi complètement sa comédie. Il a pris son temps. C'est très bien réalisé, c'est très bien. Le scénario est bien ficelé, la réal est bonne. Et alors vous êtes super avec ce fauteuil roulant. Vous avez fait un entraînement incroyable, non? Ah bah oui, mais pendant 3 mois, j'ai utilisé évidemment le fauteuil, voilà, chez moi en plus, qui n'est pas du tout fait pour, mais c'est bien, ça m'a mis complètement dedans. Et puis surtout l'handisport tennis, où j'ai voulu vraiment... C'est dingue, vous jouez au tennis? Oui, j'ai fait vraiment l'handisport tennis parce que
enfin vous avez vu le film, mais j'ai trouvé que ce moment-là était extrêmement important pour le personnage et finalement pour le public, parce que c'est là qu'il la regarde et qu'il voit cette fille, j'allais dire, pleine de vie et voilà, qui a une volonté et un mental incroyable. Et c'est là où presque, j'allais dire, il tombe amoureux d'elle. Oui, oui. Donc voilà, j'ai travaillé l'handisport au tennis, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ma partenaire, c'est Emmanuelle Morche, qui est une de nos championnes. C'est facile, hein, quand on a droit de rebond, c'est facile. non, c'était super. Mais pardon, mais pourquoi ça a cassé avec Jean? À quel moment? Arrête, Laurent, c'est fini ça. C'est une mais autre... sans être lourd. Hein. Ah non, bien sûr. Surtout que C'est une récent. autre époque pour Alexandra et je suis très heureux pour vous parce que enfin, après toutes ces années, voilà, vous éclatez aux yeux C'était du grand peut-être public. lui le problème. Il n'a pas lâché l'affaire. Le destin a frappé. Vous êtes contente? Ouais, très. Ah, vous pouvez. Le film s'appelle Tout le monde debout. Ici la voix. Oui. J'ai eu Jean au téléphone, il demande qu'on arrête de parler de sa relation avec Alexandra. Ah ben voilà. Je parle de Jean Benguigui, bien sûr. Oui, pardon, j'en ai dit. On vous retrouve après la pub. Voilà, c'était la P2 de SLT. On continue avec Alexandra. Après la pub, à tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Alexandra Lamy, de Nadia, de Jonathan Lambert et de Laurent Baffy. Et maintenant, ma chère amie, on va vous faire une interview. Du Jardin. Girl Power. Alexandra Lamy. Oui. Est-ce que vous avez déjà dragué un mec? J'adore draguer. Ah, vous draguez? Ouais. Bah oui, il n'y a pas de raison, parce que quand les hommes se font draguer, ils sont d'un coup un peu timides, Ah oui, ils non, ont c'est rougis, et tout ça, je trouve ça insupportable pour un trop mec, mignon. bien sûr. Où ils attendent. Est-ce que vous avez déjà dit non à un mec super beau? Oui. Ouais, j'ai dit non à Laurent, même s'il est très très beau. Non, s'il est un peu con, oui. Ah oui, d'accord. Il Oui, faut qu'il faut soit quand beau même, et oui, intelligent. oui, D'accord. Vous avez dit non à un mec célèbre? Ouais. Ah. À deux même. Ah. Enfin, pas tout à fait comme ça. Clooney. Non, Clive Owen. Qui est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, Clive Et Owen. Michel Galabru. Qui m'a dragué très lourdement. Ouais. Voilà, on est stop. Ouais. Et Costner, Kevin Costner. Ah non, mais arrête. Danse avec les loups. Moi, j'aurais dit oui. Ah, moi aussi. Moi, je suis dit pas non. homo, mais Elle a j'aurais dit dit oui. non. J'ai dit non, À moi, Danse pas comme avec ça. les loups. Ouais. Elle a dit oui à plein de blaireaux, les loups, c'est non. Vous avez dit à un mec d'aller se faire foutre déjà? Oui, si, ça a dû m'arriver, mais... S'ils sont lourds, Oui, s'ils sont lourds, oui. Darmanin. Ouais. Alors, c'est des questions super importantes en fait. Bah oui, Est-ce que c'est vous avez important. déjà eu plusieurs mecs en même temps? Ah ouais, on en je veux dire, C'est possible, tu sais. Ah oui, mais moi je Huit. fais pas. En même temps, Demande dans à le ta même femme. lit au même moment ou en même temps, Non, à la en même même temps, période vous avez plusieurs histoires d'amour en Ah même oui, temps. oui, ça, oui, quand je suis allée à d'accord. Paris, oui, je me suis lâchée. Ah oui. Puis c'était ton métier à Oh, l'époque. puis à 20 ans, on se dit... Non, mais à 20 ans, on se dit, bah oui, on a le droit. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez déjà, entre guillemets, violé un mec? Non, mais j'étais peut-être un peu lourde sur des avances. Ah, d'accord. non, j'ai jamais vu le mec, non. Question très importante. Est-ce que vous avez déjà dit à un mec, je suis désolé, mais t'es un mauvais coup? Non, on peut pas le dire, c'est Ah, super dur. les de filles dire osent ça. pas le dire. Mais non, mais c'est horrible de dire ça. D'où l'idée, Mais tu l'as pensé très fortement. d'où l'idée, la taille, ça compte pas. Ah non, ça n'a rien à voir avec la taille. Hein. Ah d'accord. Ça me rassure. Ah non, je rassure Jonathan là-dessus, mais... ça n'a rien à voir. Alexandra, merci d'avoir été avec nous. Non, bah, merci Et à bravo, vous. bravo pour votre film. Merci beaucoup. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi soir.
Walter Benjamin, bonsoir. Vous êtes belge? Oui, parfait. Vous êtes juif? En plus. Vous étiez à l'aéroport de Bruxelles lorsque le 22 mars 2016, un kamikaze s'est fait exploser à quelques mètres de vous, violemment projeté en arrière. Vous découvrez que vous avez perdu une jambe. Les secours tardent. Heureusement, un homme s'occupe de vous. Il est électricien, il est musulman. Il s'appelle Hassan. Il va devenir votre ami. Dans La mort en face, publié aux éditions du Rocher, vous livrez le récit de votre reconstruction physique, bien sûr, mais aussi mentale. Et vous racontez votre rencontre avec la jeunesse de Molenbeek. Walter Benjamin, vous êtes né le 3 octobre 1968 à Bruxelles. Vous grandissez à Uccle, qui est la banlieue huppée de Bruxelles, où vont tous les Français qui veulent payer moins d'impôts. La famille est assez peu pratiquante. C'est pas le truc chez vous, hein? Non, je suis d'abord européen. Je veux dire, je me définis plutôt au niveau de mon judaïsme. Pour moi, c'est plus une culture. C'est un héritage et je le vois comme ça. En 1981, vous avez 13 ans. Le jour de votre bar mitzvah, votre grand-mère, qui s'appelle Omi, sort d'une boîte à cigares une étoile jaune sur laquelle est écrit Youd. Elle, qui avait toujours refusé de vous parler de son numéro sur le bras, se confie enfin à vous. Et là, vous réalisez, pour la première fois finalement, l'existence de la Shoah. Exactement. Oui. Pour moi, ça a été un choc. Mais comme parfois on entendait à la télévision certaines personnes qui disaient que ça n'avait pas existé, que voilà, c'est des gens qui avaient fabriqué l'histoire, j'ai vu de visu que c'était vrai. Votre père, lui, est né en 1940 et il a passé les 5 années de la guerre dans une cave. Il n'a vu le jour qu'en 1945, votre père. Oui. Votre mère, elle, fait partie de ces juifs qui habitaient en Égypte. Oui. Et qui ont été chassés par Nasser en 1956. Il a décidé donc de mettre tout ce qui n'était pas égyptien dehors. Donc elle se retrouve, oui, comme bon nombre de ressortissants, orphelines de son pays, qui finalement était l'Égypte. Elle se retrouve en France et puis à Bruxelles. Alors vous faites vos études à l'Athénée Royal, donc qui est une école publique. Vous n'avez pas été envoyé dans une école juive, ce qui est très bien. Ça a été un bonheur. J'ai découvert un autre monde. Et puis, on m'a appris dans cette école aussi à avoir l'esprit critique. Voilà. Alors, après votre service militaire, vous vous lancez dans la photographie. Oui. Et votre père désapprouve ce choix parce que pour lui, les artistes sont des ratés. Il n'y a pas de... Effectivement. Ouais. C'est un professeur d'université, donc il avait une autre vision de Bien sûr. la chose. Bien sûr. Alors, vous partez en Israël et au retour, vous devenez coach dans une agence matrimoniale, puis directeur de cette agence. Et là, le mardi 22 mars 2016, votre vie va basculer. D'abord, vous vous réveillez à 4h15 du matin, vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes excité à l'idée d'aller retrouver votre fille, Morane, qui a 17 ans et qui habite en Israël depuis 5 ans avec Dalia, sa maman. Vous deviez partir le 17, mais vous avez repoussé jusqu'au 22, compte tenu des vacances de votre fille Morane, en fait. À l'aéroport, vous vous apprêtez à prendre le couloir 4 pour embarquer pour Tel Aviv, quand soudain, une énorme explosion retentit. Au départ, vous pensez à un connard qui joue avec un pétard, quoi. Vous réalisez pas ce qui se passe. Il est 7h58. À 3 mètres de vous, un kamikaze, un deuxième kamikaze, déclenche sa ceinture explosive. Vous entendez un son strident. Vous êtes projeté en arrière et vous vous retrouvez assis par terre. L'homme à côté de vous n'a plus de tête. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, Balper? Ma vie est finie, elle est détruite. J'avais encore les yeux ouverts, mais pour moi, ma vie était finie. Je sentais que la mort était en train de m'appeler. Elle me disait « Viens vers moi ».
mais j'avais constamment l'image de ma fille devant moi. Je me disais, je ne peux pas la laisser. J'ai envie de la voir grandir, j'ai envie de la voir s'épanouir, se marier, avoir des enfants. Pour moi, c'était inconcevable de m'endormir. J'ai dit non, ils ne vont pas m'avoir. Alors là, vous réalisez que vous avez perdu la jambe droite, qu'il y a un trou dans la jambe gauche. Et autour de vous, c'est la guerre. C'est un paysage de guerre. Une scène de guerre, oui. Une femme qui sort de l'aéroport est coupée en deux par une vitre qui tombe du mur d'enceinte. Le visage de votre fille vous obsède. Il est 8h13. Il n'y a toujours pas de secours. Non. Vous êtes là avec votre jambe en moins, votre trou dans la jambe gauche. Tout ça autour de vous, mais personne ne vient vous aider. Non, personne. Il y avait un silence. Il n'y avait pas de cris. On entendait des... Oui, c'était le grand silence. Un homme, enfin, vous vient en aide. Il s'appelle Hassan. Il est électricien à l'aéroport. Il vous serre dans ses bras. Vous avez mal. Vous avez peur. Vous vous dites, j'ouvrirai jamais mon agence matrimoniale à New York et je n'irai pas voir, contrairement à ce que j'ai envisagé, Moran tous les mois en Israël. Ce Hassan, pourquoi est-ce qu'il vous choisit, vous? Pourquoi? Il ne m'a pas choisi à moi, c'est-à-dire qu'il était 50 mètres en arrière de moi. Autour de moi, ce n'était que de la désolation. Des cadavres, des gens brûlés. Cet homme à côté de moi, sans tête. Il y avait une autre dame d'origine suédoise qui était morte, inerte. Hassan, en fait, m'a raconté ensuite que c'était comme une scène et j'étais au milieu, le seul vivant. Il a enjambé les corps. Il est venu à côté de moi. Il a simplement voulu aider un être humain. Ouais. Et donc là, il me tend le portable, il me dit, est-ce que tu veux appeler quelqu'un de ta famille? Un militaire s'approche enfin, il vous fait un garrot avec un câble au-dessus du genou, parce que la jambe que vous avez perdue, c'est le bas de la jambe. Les pompiers arrivent à 8h35, 37 minutes après l'explosion. Oui, et d'ailleurs, il n'y avait qu'un pompier avec un brancard, et en fait, tout seul, il n'aurait pas pu me transporter. Et c'est Hassan qui l'a aidé avec toute sa force à me transporter en dehors du terminal. Ouais. Le lendemain, vous reprenez vos esprits à l'hôpital. L'infirmière vous débriefe sur votre état. Ils vous disent qu'ils ont retiré plusieurs clous de votre tête, parce que dans ces bombes, il y a des clous. Il avait des clous dans la tête. On vous a recousu une blessure au torse. Ici, en fait. Ici. Oui. Alors, une jambe est dans un sale état et l'autre jambe a été amputée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette infirmière vous dit « Tu vas remarcher Jungen ». Ça veut dire « mon gars », en flamand, j'imagine. Oui. Et elle vous dit « Aujourd'hui, t'en fais pas, on fait des prothèses très modernes ». C'est extraordinaire, ça. Oui, elle a encore de l'humour. Elle a été comme une maman, en fait. Je pense que l'attentat a changé le cours des événements. Les gens se sont sentis tellement atteints dans leur chair. Ouais. C'était toute la Belgique qu'on attaquait. Alors évidemment, vous êtes très épuisé, vous vous rendormez, et quand vous vous réveillez, Louis, l'ambulancier qui s'est occupé de vous, est à vos côtés. Il veut prendre de vos nouvelles. Oui. Il a tout fait dans l'ambulance pour que je ne m'endorme pas. Bah oui. Il était prêt, il m'a dit, ensuite il me l'a raconté, il m'a dit j'étais prêt à brûler le moteur de l'ambulance pour que tu arrives vivant à l'hôpital. Alors il vous dit que les autorités avaient été prévenues à plusieurs reprises de la nécessité de sécuriser cet aéroport sans résultat. C'est ça qui est terrible dans votre histoire. Oui. Là, vous éprouvez de la colère, évidemment, contre les terroristes, mais aussi contre les autorités belges, mais ce serait pareil avec les autorités françaises. L'ancien maire de Molenbeek, par exemple, par ambition personnelle, a laissé les islamistes radicaux s'installer à Molenbeek. Il y a une complicité, des fois politique, c'est le cas en France aussi. Vous en voulez aux autorités belges à ce moment-là? Énormément, parce que cet homme a fait de Molenbeek ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, il y a des anciens reportages qui sont toujours visibles
où des habitants de Molenbeek, de confession musulmane, le critiquent ouvertement. Ici la voix. Oui. Thierry, je ne vois pas bien arriver l'effet comique. Je finis par me demander s'il y en a un. Je t'adore. Là, en surfant sur Facebook, vous tombez par hasard sur une photo du roi Philippe et de la reine Mathilde. Qui est revenu. Oui. Et vous décidez de leur laisser un petit mot sur leur page officielle. La royauté, pour vous, c'est important. C'est-à-dire que vous pensez que la Belgique est tellement un pays zarbi, avec des tas de gens de tous les sens, que heureusement qu'il y a un roi au-dessus de ça pour fédérer toutes ces populations. Et vous avez raison. Donc vous faites un petit mot sur la page officielle. Qu'est-ce que vous mettez dans ce petit mot? Que s'ils lisent mon petit mot, eh bien qu'ils passent me dire bonjour. Et ce jour-là, la famille royale est attablée chez Siska, qui est un célèbre gaufrier de Knokke-le-Zout, et un ami à vous, Alain, arrive à passer tous les barrages. Oui. Il va vers le couple royal et il leur montre ce que vous avez écrit. Et la reine dit « Appelez ce monsieur, je veux lui parler ». Voilà. Le roi vous appelle à l'hôpital. Et le 29 mars 2016, c'est-à-dire 7 jours après l'attentat, le couple royal vous rend visite à l'hôpital. Ça s'est passé comment, Walter? Tout naturellement. D'abord, c'était pas prévu qu'ils viennent ce jour-là. Et on est venu m'avertir, le roi arrive. Donc, on m'a vite rasé, lavé, on m'a préparé. Et puis, le roi est entré dans la chambre et j'ai dit, tiens, voilà Flupke. Ça veut dire Philippe en flamand. Ouais. Et il a souri. Ouais. Et puis, la reine est rentrée. Ils ont fermé la porte. Il n'était pas question que des médias soient là. C'était vraiment une rencontre informelle et privée. Ils avaient été très touchés par mon message sur Facebook. Et on a discuté. Ils ont été très à l'écoute, autant lui que elle. Elle m'a posé beaucoup de questions sur ma fille. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien parce que depuis 2 ans, je me sens, les victimes se sentent, on se sent abandonné. Bien sûr. On ne sait plus quel citoyen on est. Bien sûr. Alors vous dites au roi et à la reine que vous craignez une guerre civile. Oui. Parce que j'ai dit au roi, j'ai pris sa main, j'ai dit, Mon Altesse, on rigole plus maintenant. Si demain des terroristes se font sauter devant une école, que des enfants sont morts, les gens vont perdre la raison. Ils vont faire la chasse à l'arabe. Ah oui. Et donc, tout le monde va se taper dessus. Bien sûr. Et vous lui expliquez aussi que les familles juives sont de plus en plus nombreuses à quitter l'Europe, non pas pour convenance personnelle, mais parce qu'ils ont peur. Là, vous êtes interviewé par RTL et vous expliquez qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qu'une vingtaine de terroristes n'ont rien à voir avec les 800 000 personnes de la communauté musulmane. J'ai été très critiqué pour ces propos. On a une communauté de 7 à 800 000 musulmans en Belgique. Même s'ils sont 500 ou 1000, ça ne fait pas 0,1%. Ouais. En plus, je dis toujours que les Marocains de Belgique sont des bourgeois. Ouais. La situation est vraiment différente avec la France. Ouais. Ils sont propriétaires de leurs habitations, ils travaillent, ils ont leur business. C'est eux qui ont prévenu en premier les autorités qu'il y avait des bruits qui couraient, qu'il y avait des jeunes qui voulaient faire des attentats. Ils ont prévenu. Un juif qui défend les musulmans, évidemment, ça déclenche des manifestations de soutien, à commencer par Oussama, qui vous apporte des pralines de chez Léonidas à l'hôpital, quand même. C'est d'un goût, les pralines, après un attentat. Grâce à ça, il y aura d'autres portes qui s'ouvriront à Bruxelles, mais surtout à Molenbeek. Et vous découvrez, en fait, le poteau rose, c'est que rien n'a été fait pour intégrer ces populations. J'ai voulu par moi-même, sans prendre parti, ni pour l'un ni pour l'autre côté, savoir ce qui se passait exactement dans Molenbeek. J'ai vu, j'ai compris beaucoup de choses. Vous avez compris, en fait, c'est qu'ils ne vous parlent pas tellement d'islam, tous ces jeunes. Ils vous parlent des poubelles qui ne sont pas vidées, du manque d'espace vert, de la façon dont ils sont considérés. Mais ils ne vous font pas chier avec le radicalisme islamique. Hein. À aucun moment on n'a parlé d'islam. Eux n'ont pas parlé d'islam. Ouais. Ils ont des rêves,
Il y en a qui veulent être photographes, d'autres ingénieurs. Mais à un moment donné, je pense qu'on doit aussi se regarder dans un miroir. On a voulu cette Europe multiculturelle. Ben, il est peut-être temps d'intégrer les gens et qu'ils se sentent européens. Alors, vous avez finalement revu Hassan, l'électricien qui vous avait aidé, et il vous dit, ça va Valtou? Alors, comment tu te sens chez les bougnoules, mon juif? Nous, on peut se permettre ce genre d'humour. Bien sûr. Il n'y a aucune limite. Bien sûr. Parce qu'on a vécu un moment tellement grave que voilà. Alors maintenant, vous avez une prothèse, comment ça se passe? Bien, continue la rééducation 3 fois par semaine. Vous marchez bien, là, je vous ai vu arriver, ça va, non? Oui, mais enfin, je peux pas encore tout faire. Par exemple? L'amour en levrette. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir, avec Patrick, Alexandra, Yann, Nad, Jonathan, Walter, Laurent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.